Si je On dois dit choisir souvent entre que... l'intuition et le pragmatisme, je choisis 100 fois le pragmatisme. Mais est-ce que tu penses pas que, justement, quand tu vois les plus grands décideurs et Mhm. leaders entrepreneurs, ils n'ont pas une forme d'intuition qui est quelque part à la base aussi du pragmatisme parce qu'ils ressentent les choses et par rapport à leurs expériences passées, ils savent ce qui marche pas. Et ça, c'est quelque chose aussi où on appelle ça un peu le gut feeling, tu vois, Ouais. où tu sens les choses, mais aussi parce qu'il y a quand même un background, il y a quand même une expérience qui fait que maintenant tu Dans ce cas, sais. pour moi, c'est du pragmatisme. Pour moi, Ouais. c'est un peu dans l'inverse. C'est-à-dire que dans cet esprit étymologie chinoise, je ne sais pas si tu connais l'étymologie chinoise du Mhm. yin et du yang, pour Ah moi, ouais. c'est cette idée que ça part de l'être, ça va vers le faire. Et cette idée de pragmatique, pour moi, c'est d'abord partir de l'être, de comment est l'humain, comment il se comporte, et Ouais. de là, après, ok, la partie pragmatique. Et pour moi, l'un va pas sans l'autre, tu Ouais. vois. Tu peux pas recruter Complètement, je quelqu'un te que sur rejoins. l'intuition ou sur le pragmatisme. Pour moi, c'est un mélange des deux, et c'est ça qui fait que tu recrutes les bonnes personnes. Moi aussi, j'ai recruté pas mal de commerciaux, et des fois, ceux que j'ai recrutés, qui étaient les meilleurs, c'est pas forcément, et qui restaient le plus longtemps, c'est pas forcément ceux qui étaient pragmatiquement sur la fiche parfait, Ouais. mais il y a un truc qui a fait que ça a bien marché en fait. Je vois mon bras droit que j'ai là depuis 3 ans, tu vois, depuis que j'ai démarré ma société, c'est toujours la même. Et en fait, si je l'avais recruté de manière juste pragmatique, je sais pas si je l'aurais recruté, tu vois. Bonjour Alec, Salut Camille. on est réunis du coup aujourd'hui dans une salle, je t'avoue, très qualitative, hein. C'est la première fois que je fais un podcast dans un studio avec toi. Je suis très heureuse de faire ce podcast ensemble. On va parler de plusieurs sujets. Moi, j'ai pensé à pas forcément une thématique appropriée, mais plusieurs thématiques. Mhm. Parce que finalement, nous avons une audience qui est similaire, qui est entrepreneuriale, qui a plusieurs questions à te poser, mais aussi sur la thématique entrepreneuriale avec les tendances actuelles, l'IA, la communication, les médias. Il y a plein de choses à parler, le personal branding dont tu parlais dans certains podcasts. Donc, on va aborder différents sujets, être et à la fois faire en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu es prêt pour démarrer ? Je suis prêt. Ok, super. Déjà, je voulais en fait revenir un petit peu sur qui tu es, ton parcours, parce que j'ai pas mal épluché en ligne et il y a beaucoup de choses sur toi. C'est vrai que actuellement, tu as une agence marketing, tu as une société qui vend des formations, entrepreneurs.com, qui réunit, je crois, 27 personnes. Tu as aussi accompagné un certain nombre d'entrepreneurs à générer certains jusqu'à même plus de 500 000 au mois. Il y a aussi du consulting que tu fais des entrées en capital dans des sociétés, tu as aussi monté des masterminds, notamment l'Ikigai avec Oussama Ammar, il y a aussi la notion d'investissement, bref, tu fais plein de choses. Et moi, la question que j'ai à te poser, la première, c'est qui tu es pour réaliser tous ces projets-là ? Tu as bien fait tes recherches. 2-3 petits détails à ajuster. Ok. Si tu veux, on les ajustera. Oui, mais avec que plaisir. ce soit en termes de cibles ou de choses qu'on fait ou de nombre de collaborateurs. Oui. On est un petit peu plus aujourd'hui, Ok. on prenne une quarantaine. Ok. On vend plus du tout de formation depuis 2021. Ok. Alors, accompagnement, je dirais plutôt. Voilà, plutôt dans du ce cas-là. consulting, de l'accompagnement, ce qui change complètement la donne, notamment de par la sophistication du marché, on en parlera. Oui. Mais qui je suis avant tout quelqu'un de passionné. Mm. Je pense que tu es obligé d'être passionné pour faire tout ce que je fais au quotidien. S'il n'y a pas quelque chose qui t'anime au-delà du fait de travailler, tu peux pas, ne serait-ce que faire face aux différents challenges auxquels on fait face, parce que tu as un niveau de challenge et d'emmerde qui est à la hauteur du niveau de résultat que tu désires aller chercher. Donc il faut être accroché si tu veux pouvoir y faire face au quotidien. Parce qu'être entrepreneur, c'est passer plus de 30% de ton temps finalement à régler des problèmes et prendre des bonnes décisions quand tu règles pas des problèmes. Donc voilà un petit peu. Mais je suis surtout quelqu'un de bien entouré, parce que tout ça est possible grâce à une équipe. Je pourrais pas faire tout ça si j'avais pas les bonnes personnes autour de moi, les bons associés aussi sur certaines structures qui ne me prennent que 30 minutes ou 1 heure par semaine au gros maximum. Toi, tu les as pas toutes évoquées, mais tu parles d'une agence marketing. Effectivement, cette boîte cartonne, expose tous les scores et accompagne de très beaux infopreneurs sur le marché. Rares sont ceux qui savent que je suis au capital de celle-ci à juste titre. Ça me prend 30 minutes par semaine, 1 heure parfois maximum. On peut parler aussi de Numadeo, c'est 30 minutes par semaine. Parfois, il y a des réunions qui durent plus longtemps, parfois même il n'y en a pas. Il y a d'autres structures aussi. Donc tout ça est possible parce que justement on a structuré, processé, systématisé, automatisé ou délégué. Je suis bien entouré et dans entrepreneurs.com aujourd'hui j'ai un responsable des ventes, un responsable marketing, un responsable produit, un responsable admin, un directeur des opérations, prochainement aussi un directeur général, qui fait que je vais sortir complètement du peu de tâches opérationnelles que je fais aujourd'hui pour me concentrer sur de la supervision, de la stratégie, de la vision, enfin très peu de supervision du coup, de la stratégie, de la vision et du personal branding, et donner de la visibilité à la marque. Donc voilà globalement qui je suis.
Aujourd'hui, j'ai plus une posture de CEO et influenceur dans mon marché, même si le mot influenceur a été beaucoup sali, tout comme le mot coach également ces dernières années. Mais voilà, et surtout, c'est la passion qui m'anime au quotidien et qui fait que je suis ici face à toi pour partager notamment. Ok, super. En tout cas, c'est vrai que ça force le respect parce que vu tout ce que tu as mis en place et avec l'investissement et l'engagement que tu as mis, c'est vrai que ça permet de prendre aussi en perspective le parcours aussi par quoi tu es passé parce qu'il y a eu quand même différentes phases dans ta vie, dans ton entreprise. Moi, je me dis, tu me dis, tu as mis en place des process, tu t'es entouré de personnes. Comment as-tu fait pour t'entourer des bonnes personnes parce qu'on sait très bien que quand on est entrepreneur, un des fléaux ou challenges, c'est s'entourer des bonnes personnes finalement. Ouais. Donc comment as-tu fait pour t'entourer des bonnes personnes pour justement monter dans ce leadership et puis cette influence? Alors aujourd'hui, vu de l'extérieur, ça paraît simple, mais la réalité, c'est que ça n'est pas du tout simple. Je pense que le recrutement et le fait de s'entourer des bonnes personnes, c'est une des choses les plus complexes à laquelle font face la plupart des entrepreneurs. Certains même, malheureusement, abandonnent à la suite de mauvaises expériences ou autres, et vont du coup éteindre progressivement leurs ambitions et puis laisser tout simplement la vie faire le travail. Donc ça, c'est quand même un point important à prendre en compte. Il y a plusieurs choses. La première, il faut prendre en considération que moi, j'ai une faille qui est aujourd'hui de plus en plus comblée sur laquelle je travaille. Je suis entouré aussi pour travailler sur celle-ci. C'est ma capacité à la base, et ça m'a coûté beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, à évaluer correctement la valeur des choses et en particulier la valeur des gens. Donc typiquement, selon un certain cadre et un prisme d'analyse que je vais avoir tendance à me dire cette personne est extraordinaire dans son domaine ou celle-ci ne l'est pas, alors que typiquement celle-ci peut-être ne l'était pas, celle qui était extraordinaire, et celle que je sous-estimais l'est réellement. Donc ça, c'est le premier point, c'est travailler votre capacité à pouvoir analyser et établir correctement quelles sont les personnes qui sont les plus valables sur certains sujets par rapport à vos besoins. Premier point. Deuxième point, j'ai mis en place des process en apprenant ça, typiquement savoir non pas qui on doit recruter, mais pourquoi on doit recruter, établir une fiche de poste très clair, établir un process d'onboarding, établir des process d'offboarding et également établir des OKR par rapport à l'entrée en action et en fonction d'une personne dans ta boîte par rapport à une certaine temporalité, savoir aussi quand on va décrocher ou pas, donc quand ça va s'arrêter ou pas, dans quelles conditions ça va s'arrêter, prendre du temps pour recruter, être réactif et rapide dans le fait de remercier. Souvent, on fait l'inverse, malheureusement. Et puis, il y a aussi un point extrêmement important qui s'applique dans tout et dans tous les types de postes ou même les relations, c'est la scorecard. C'est-à-dire établir une scorecard très claire, pragmatique, des soft skills ou des hard skills que tu veux absolument chez un individu. Et également, quelles sont les compétences clés ou l'attitude ou l'expérience clé de chacun des individus. Mettre 3 colonnes face à ça. Une qui va donner plus de points, une qui va donner plus 1 point, une qui va donner moins de points. À la suite de ça, cocher des cases. Et puis, du coup, avoir aussi des éléments qui sont no-go, quoi. Typiquement, si la personne, elle doit impérativement, je dis une bêtise, être bilingue, si elle ne parle pas un mot de la langue en question, no-go, c'est pas possible. Etc., etc. Et puis ensuite, du coup, se poser les bonnes questions par rapport à ça. Et surtout, le dernier point, c'est s'offrir, au plus, tu as un échantillon large d'individus qualifiés à pouvoir traiter via ta scorecard, via ta fiche de poste, via un process de recrutement, en plusieurs étapes, 1, 2, 3 étapes, avec plusieurs interlocuteurs qui vont échanger. Au plus aussi, le poste à responsabilité élevé, au plus il y aura d'interlocuteurs et de sources vont être confrontés, eh bien ça pourra en tirer quelque chose. Donc ça, c'est un point clé pour pouvoir bien recruter. Ensuite, donc, on a vu la partie où j'avais une incapacité à évaluer la valeur des choses et des gens. On a vu la partie où il y a un process un peu plus clair pour pouvoir recruter. Et l'autre partie, c'est justement le fait de bien choisir les gens et puis d'identifier rapidement s'ils sont bons, s'ils sont pas bons. Je m'explique. Typiquement, tu vois les gens qui sont trop fans ou les gens qui, il y a juste cette envie, mais il n'y a pas les compétences, ou ils sont trop juniors, où on va vouloir les payer pas suffisamment cher par rapport à la valeur qu'ils vont délivrer, ou on va devoir voir trop long terme par rapport à certaines choses. Enfin bref, pendant longtemps,
j'ai fait les mauvais choix par rapport à certains recrutements, notamment encore récemment, tu vois, j'ai eu l'expérience, et j'en parlais tout à l'heure avec un pote, du recrutement d'un Head of Sales. Donc aujourd'hui, on a effectivement un Head of Sales qui est au top, qui a complètement transformé les choses depuis à peu près une année maintenant qu'on travaille ensemble. Mais avant ça, il y a en tout eu 3-4 profils qui sont passés par là. Et tu avais autant le profil de l'agence externalisée qui en fait est juste un numéro, on n'a rien à foutre de réellement les choses, et qui face à toi va te dire non mais tout va bien, on est impliqué, on fait ci, on fait ça. Et derrière en fait ils ont 1, 2, 3 clients, et puis il n'y a rien vraiment qui se met en place, et donc ils sont dispersés, donc ils sont des focus, donc ils ne traitent pas ton business comme ils le devraient, donc il n'y a pas de résultat, et ça se coûte très cher. De l'autre côté, un profil qui est plein de bonne volonté, qui est super motivé, qui est déterminé, qui a cette appétence entrepreneuriale, mais qui est trop junior et qui a une instabilité peut-être dans d'autres sphères de sa vie qui fait qu'il ne va pas pouvoir être parfaitement impliqué. Et donc, ça va niveler par le bas la performance globale de ton business. Et si tu veux, tous ces éléments cumulés entre le fait que j'avais peut-être pas suffisamment bien perçu la valeur de la personne, le fait qu'il n'y avait pas le process clair pour pouvoir recruter la bonne personne, et le fait que du coup j'avais laissé faire ça et je laissais durer ça, ça m'a coûté extrêmement cher. Quand je dis extrêmement cher, pour que les gens se donnent un ordre d'idée, c'est des millions d'euros de manque à gagner. C'est pas 10 000 ou 20 000 euros. Donc voilà, c'est soit vous mettez bien en place les choses selon le niveau de business auquel vous êtes, et du coup vous allez gagner beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et pouvoir être tranquille. Aujourd'hui, la gestion commerciale de l'ensemble d'entrepreneurs.com, malgré le fait que ça fasse des centaines de milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires encaissé, eh bien, ça me prend 30 minutes, 1 heure maximum par semaine, et tout est structuré, tout est délégué, tout est bien fait, tout est géré. Alors qu'avant, ça me prenait tout mon temps, toute mon énergie, tout mon focus, etc. Et c'était pathétique, les résultats, tu vois, par rapport à... C'était quoi le... Alors, il y a plusieurs questions que j'ai à te poser, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu m'as dit, super intéressantes. Alors, une des questions, je vais te les sortir comme ça, et puis tu me réponds de manière spontanée. Une première question qui est, quand tu recrutes quelqu'un, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une part intuitive, pas que pragmatique, mais une part aussi de juste sentir au feeling si vraiment ça va le faire ou ça va pas le faire, intuitivement? Si je dois choisir entre l'intuition et le pragmatisme, je choisis 100 fois le pragmatisme. Ok, pourquoi tu choisirais le pragmatisme et pas... Parce que les chiffres ne trompent pas les gens, oui. Ok, mais est-ce que tu penses pas que justement quand tu vois les plus grands décideurs et leaders entrepreneurs, ils n'ont pas une forme d'intuition qui est quelque part à la base aussi du pragmatisme, parce qu'ils ressentent les choses et par rapport à leurs expériences passées, ils savent ce qui marche pas, et ça c'est quelque chose aussi où on appelle ça un peu le gut feeling, tu vois, où tu sens les choses, mais aussi parce qu'il y a quand même un background, il y a quand même une expérience qui fait que maintenant tu sais. Dans ce cas, pour moi, c'est du pragmatisme. Parce que si tu veux, tu as un tel backup lié à des expériences passées qui font que tu triggers des spots spécifiques. Donc finalement, on pourrait dire que c'est du feeling, mais si on se pose, toi et moi, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et qu'on se dit, OK, réunion stratégique, on va capitaliser sur toutes les années d'expérience que j'ai accumulées ou que tu as accumulées dans un domaine, et on va se dire, OK, tout ce qu'on interprète comme étant du feeling, qui est en final de l'expertise, de l'expérience basée sur des compétences acquises, on va essayer de le processer. On se rendrait très vite compte qu'en fait, quand tu as certains types d'éléments, ça trigger quelque chose de plutôt vert chez toi. Quand tu as certains types d'éléments basés sur des expériences passées, ça trigger quelque chose de plutôt rouge chez toi. Quand tu as certains types d'éléments, ça trigger quelque chose de plutôt prudence, attention chez toi, etc., etc. Et c'est tous ces éléments cumulés qui vont faire que tu vas te dire « Ah ok, ça c'est mon feeling ». Mais le feeling en tant que tel du type « Oh tiens, cette personne je la sens bien, je sais pas pourquoi, mais je la sens bien », pour moi, encore plus quand tu es sur des enjeux de recrutement stratégique à haut potentiel, à haute responsabilité, il faut pas l'écouter, tu vois. Après, effectivement, si dans le cadre de ta scorecard, où tu as pragmatiquement analysé 1, 2, 3, 4, 5, 10 profils, en tout cas pas minimum 3, tu vois, donc entre 3 et 5 profils, et que sur ces 3 à 5 profils, tu en as 2 qui se tirent la bourre, qui sont plus ou moins équivalents et qui t'arrivent pas à les départager, effectivement le rapport humain, relationnel, feeling va rentrer en ligne de compte. Mais finalement, même dans mon cadre et dans ma scorecard, le rapport humain, relationnel, culture, vision, valeur, il est aussi établi dans la scorecard, tu vois. Ça rentre en compte. Donc ça rentre en compte et on repart dans du pragmatisme. Donc pour moi, faut pas... En fait, c'est des enjeux qui peuvent coûter tellement cher
que juste écouter son feeling. Après, je dirais pas que c'est juste écouter son feeling. Pour moi, c'est un peu dans l'inverse. C'est-à-dire que dans cet esprit étymologie chinoise, je sais pas si tu connais l'étymologie chinoise du yin et du yang. Pour moi, c'est cette idée que ça part de l'être, et ça va vers le faire. Et cette idée de pragmatique, pour moi, c'est d'abord partir de l'être, de comment est l'humain, comment il se comporte, et de là, après... ok, la partie pragmatique. Et pour moi, l'un va pas sans l'autre, tu vois. Tu peux pas recruter quelqu'un que sur l'intuition ou sur le pragmatisme. Pour moi, c'est un mélange des deux et c'est ça qui fait que tu recrutes les bonnes personnes. Moi aussi, j'ai recruté pas mal de commerciaux et des fois, ceux que j'ai recrutés, qui étaient les meilleurs, c'est pas forcément, et qui restaient le plus longtemps, c'est pas forcément ceux qui étaient pragmatiquement sur la fiche parfait, mais... Il y a un truc qui a fait que ça a bien marché en fait. Je vois mon bras droit que j'ai là depuis 3 ans, tu vois, depuis que j'ai démarré ma société, c'est toujours la même. Et en fait... si je l'avais recruté de manière juste pragmatique, je ne sais pas si je l'aurais recruté, tu vois. Mais en fait, le fait que dans les rapports humains, il y a eu quelque chose qui a bien fité, tout de suite, je me suis bien entendue avec elle et ça m'a aidé à mettre en place des process, des choses dans ma société. Et à l'époque, je n'avais pas du tout scorecard ou quoi, mais pourtant, ça a bien matché. Après, à l'inverse, oui, d'autres postes. Là, par exemple, tu vois, moi, j'ai le challenge en ce moment de recruter quelqu'un qui va gérer le pôle vente, tu vois, à ma place. Et c'est vrai qu'il y a besoin de pragmatisme, tu vois. Mais pour moi, je pense que c'était un juste milieu entre les deux. Mais après, ce n'est complètement. Après, même des fois, tu vois, tu parles de ton bras droit. Notre directeur des opérations, c'est quelqu'un qui était client d'un des programmes que j'ai cofondé avec un ami, qui était une immersion. Et finalement, cette personne, tu vois, au bout de quelques heures, je me dis, profil intéressant. Au bout d'1 ou 2 jours, je me dis, ça peut répondre potentiellement à mon besoin en interne. Puis en fait, de fil en aiguille, à la fin de la semaine, on en avait déjà discuté et la semaine d'après, il rentrait en fonction. Maintenant, si on se pose d'un point de vue purement pragmatique, cette personne, à ce moment-là, n'avait pas les capacités d'être un directeur des opérations, n'avait pas la prédisposition personnelle à l'être, et aurait pu être, même limite se poser la question, et s'est posé la question de pourquoi moi. Moi, j'avais lu en lui, d'un point de vue pragmatique, le fait qu'il avait le potentiel, et j'avais ressenti aussi le fait qu'en plus, il y avait une double confirmation qu'il avait le potentiel et qu'on allait bien s'entendre. Donc, je te rejoins tout à fait. Et du coup, ces éléments cumulés fait que ça a eu lieu il y a moins d'1 an. Aujourd'hui, il est complètement transformé, méconnaissable, et lui-même n'a même pas parfois conscience de l'évolution qui a eu lieu, et n'a pas conscience aussi de l'évolution dont il est encore capable sur les semaines, les mois et les années à venir. Et du coup, ça amplifie ma volonté d'en faire une affaire personnelle et de lui permettre d'avoir toutes les ressources nécessaires pour aller évoluer, aller chercher son plein potentiel. Donc, et peut-être que même moi, j'ai pas conscience non plus de son potentiel à lui, tellement ça peut aller loin. Donc oui, dans certains cas, ça peut, mais finalement, tu vois, si tu te bases sur le pragmatisme, et c'est vraiment l'expérience qui parle, c'est pas juste de mes expériences sur une douzaine d'entreprises où j'ai recruté des dizaines et des dizaines de personnes. Aujourd'hui, sur l'ensemble, c'est plus de 100 collaborateurs actifs tous les mois. Donc, il y a du volume. Et puis, si je parle encore après de mes clients, on est sur d'autres enjeux et d'autres économies d'échelle. Mais si tu prends 10 recrutements basés que sur le pragmatisme ou 10 recrutements basés que sur le feeling, je te garantis, l'équipe qui gagne, c'est les pragmatiques. 100%. Ouais, après, du coup, pour celles et ceux qui nous écoutent, équilibrez les deux. Mais si vous voulez mettre les chances de votre côté et la facilité, surtout si vous démarrez, c'est vos premiers recrutements pour pas être dégoûté du recrutement. Moi, j'ai failli l'être, être dégoûté du recrutement. Et du coup, j'en serais pas là sans ça. Rangez-vous du côté pragmatique, écoutez un peu votre intuition, mais validez les choses quand même avec le côté pragmatique. Moi, j'apporterais justement un complément par rapport à ce que tu dis. Pour moi, ce serait sentez les choses et valider par le côté pragmatique, en fait, ce qui va permettre d'installer les choses et valider. Alors, justement, on a un petit peu vrillé sur le sujet principal, mais c'est pas grave parce que tout est lié de toute façon. Tout est lié. Tout est lié. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est quelle a été... Alors, tu vas voir, chaque question que je vais te poser, il y aura toujours une partie être et faire, parce que pour moi, c'est vraiment important. C'est les deux, d'ailleurs, qui font l'équation d'un business, pour moi, à succès. Quel a été, finalement, le déclic qui a permis que tu deviennes l'homme successful que tu es aujourd'hui et avoir tout ce que tu as accompli aussi aujourd'hui? C'était quoi les déclics dans ta vie? Du coup, je reprends ta formulation de déclic, mais pour toi. Il y en a plusieurs, mais on me pose tellement souvent cette question. Je vais pas détailler parce que sinon on en a pour des heures, mais déjà il y en avait
un principal, c'est le décès de mon père. Ensuite de ça, le fait d'en avoir marre, tout simplement. Ensuite de ça, la prise de conscience du fait que on peut gagner de l'argent différemment. Ensuite de ça, le fait que la course n'est pas celle à la richesse, mais celle à la liberté. Et ensuite de ça, le fait que n'importe qui, s'il se donne les moyens, il a un potentiel illimité. Et donc, ça, ce potentiel limité, c'est quand tu l'as découvert, c'est quelle expérience qui t'a donné cette envie de dire, voilà, le potentiel est illimité? C'est quoi que tu as vécu concrètement? C'est une accumulation de choses. C'est pas genre, tu vois, un truc en particulier. Il y a un truc et puis boum, je me réveille un matin ou lorsque je m'endors, je suis plus le même. C'est une accumulation de choses. C'est progressivement, tu vois, de repenser, de prendre conscience que ce petit mec qui est né dans une campagne où il y a plus de vaches que d'habitants, qui était ouvrier à l'usine, dont tous ses professeurs lui disaient qu'il allait gâcher sa vie, qu'il avait pas absolument confiance en lui, que personne ne lui faisait confiance en lui, etc. Que progressivement, tu vois, il peut écrire un bouquin et qu'il soit un best-seller, qu'il peut monter sur scène devant dizaines de personnes, centaines de personnes, milliers de personnes, qui peut en inspirer des dizaines de milliers, centaines de milliers sur les réseaux, qui peut transformer la vie de certains individus et que ça fonctionne et que les gens sont prêts à le payer cher, voire très cher pour pouvoir travailler avec lui, que des gens me font confiance, que des gens investissent en moi, du temps, de l'énergie, de l'argent, plein de choses. Et voilà, c'est une prise de conscience. Et je l'ai eu encore plus quand j'ai appris en fait à me reposer et prendre un peu du recul, tu vois, sur les choses, parce que ma personnalité à la base, c'est tu vois, c'est feu. Tu vois, tu parlais d'yin et yang. C'est j'arrive, j'arrache tout. C'est le bélier. Je suis bélier, donc je pète les murs. Je me regarde pas derrière moi en fait. J'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent. Je suis là pour de la performance. Mes clients me payent pour de la performance. Je fais de la performance et j'avance. C'est tout. Jusqu'au jour où, en fait, avec du recul, et aussi quelques déclics sur notamment la perception que les gens ont de moi, qui est complètement différente de la réalité. Tu vois, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement humain, empathique. J'ai un grand cœur, même un trop grand cœur. Et tout ce que je fais, finalement, c'est orienté autour de l'autre. Tu vois, si mon seul et unique but, c'était le profit et l'individualisme et l'égoïsme, je ne ferais pas le métier que je fais aujourd'hui. Je ferais bien d'autres choses qui font gagner beaucoup plus d'argent, en beaucoup moins de temps, et j'aurais pas plein de choses, plein de downsides que j'ai liés à ça. Et du coup, tu vois, là, je me suis dit, ok, remise en question, parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Peut-être qu'il y a des trucs que tu fais pas si bien, peut-être qu'il y a des choses que tu maîtrises pas autant que tu penses, peut-être qu'il y a des gens que tu devrais un petit peu plus écouter, pas forcément dans la sphère business, mais aussi dans la sphère personnelle, et du coup, prendre un petit peu plus de recul. Et c'est à partir de ce moment-là, donc c'était il y a quelques années maintenant, où j'ai commencé à regarder derrière moi et me dire waouh, ok, c'est cool ce que tu as mis en place. Et de fil en aiguille, cette prise de conscience de si j'ai pu faire ça, franchement, mais tout le monde peut le faire. Et s'accumuler à ça, des mecs qui n'avaient aucune prédisposition à réussir ou à sortir du cadre ou à sortir du système, et qui avec l'application de nos conseils ou complètement indépendamment de tout ça, et t'en fais partie même, ont réussi eux aussi à sortir du cadre, à avoir des résultats et à pouvoir même à leur tour, t'en fais partie aussi, inspirer d'autres personnes à faire de même, etc. Donc tu vois, le potentiel est illimité. Ouais, c'est sûr. Et puis c'est intéressant parce que du coup, tu as cette capacité que je trouve finalement en tant qu'entrepreneur peu long de se remettre en question constamment et de continuer à se remettre en question malgré leur seuil de réussite, tu vois, et d'accomplissement. Parce qu'en fait, arriver à un certain niveau, je trouve, d'accomplissement, t'as pas mal de gens que je trouve assez sachants, tu vois, qui disent moi je sais, moi j'ai accompli, nanana. Mais en fait, c'est bien aussi, je trouve, de savoir se remettre en question. Et ouais, c'est pas bien, c'est indispensable. Ouais, c'est essentiel. C'est essentiel de continuer à se remettre en question, et peu importe où t'en es dans ton business, parce que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, tu sais, qui ont eu un premier business qui a fonctionné, puis après, c'est cassé la gueule, ils créent un deuxième, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que tu dirais justement à ces personnes qui ont eu plusieurs business à succès, puis ça s'est cassé la gueule, là ils sont en train de se reconstruire? Qu'est-ce que tu leur dirais, toi qui justement a essuyé beaucoup d'échecs, et c'est comme ça que tu as appris et tu es devenue la personne que tu es aujourd'hui, tu vois, avec tous ces succès? J'estime déjà que j'ai pas suffisamment eu d'échecs. Ah ouais? D'accord. Ouais, pour ma part, j'ai eu trop de réussite proportionnellement aux échecs. Okay. Heureusement, je me nourris d'une chose, j'ai une chance hors norme, c'est mes clients. C'est-à-dire que moi, je me nourris des échecs de mes clients. T'as deux types de clients qui me contactent. T'as ceux qui viennent parce qu'ils sont
pour rester correct dans une situation pas ouf. Et tu as ceux qui sont en hyper croissance, en scale et qui suffoquent parce qu'ils n'ont plus de capacité d'absorption, parce qu'ils doivent structurer, ils doivent recruter, ils doivent processer, ils doivent tout ça. Donc, dans les deux cas, j'apprends beaucoup. Tu vois, que ce soit en coaching individuel ou en groupé, j'en ai fait pendant des années, j'en fais encore et voilà. Mais j'ai eu peu d'échecs en vrai. Donc, est-ce que c'est une chance, est-ce que c'est pas une chance, je sais pas. Attention, je dis pas que tout me réussit, au contraire. On voit que la face visible, mais les galères, il y en a énormément. Après, je pense que t'échoues réellement quand t'abandonnes. Et mais il n'y a pas grand-chose qui me fait que je vais pouvoir abandonner, tu vois. Là, j'y réfléchis à la louche. Vraiment, il n'y a pas grand-chose, tu vois. Je vais pas dire il n'y a rien. Je suis pas Superman, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, c'est positif ou pas, je ne sais pas, mais ouais, c'est ce que je dirais à ces gens-là, parce que j'en connais plein. En fait, tu disais c'est bien de se remettre en question. Non, c'est pas bien, c'est vital, c'est capital. Dans un marché, quel qu'il soit, les choses évoluent très vite. Tu parlais en introduction d'IA, de ci, de ça, mais l'IA, c'est une des plus grosses révolutions technologiques qu'on a vécues. Mais la réalité, c'est que des révolutions, il y en a tous les ans, à plus ou moins grande échelle. Et si tu es un entrepreneur d'un domaine et que tu n'as pas les yeux ouverts au bon moment, tu peux te faire littéralement écraser, détruire en quelques secondes. Je te donne un exemple concret. Hier ou avant-hier, il y a une mise à jour d'une API de Facebook par rapport au groupe Facebook. Tu as des boîtes qui faisaient des dizaines de millions de chiffres d'affaires annuels qui passent de dizaines de millions de chiffres d'affaires annuels à zéro instantanément. Qu'est-ce que tu fais face à ça, tu vois? Est-ce que tu te dis non, je m'entête, je vais non, ou est-ce que tu dis bon, comment je me nourris de cette expérience, cette data, de ce cash flow, de cette trésor que j'ai, de cette base client pour pouvoir instantanément rebondir, etc. Ou des infopreneurs qui depuis 11 ans ont le même webinar, les mêmes slides, les mêmes mails, la même offre, le même discours et qui juste vont te dire non mais maintenant on a rajouté ce machin qui fait que tac tout. Non. Tu vois, à bout d'un moment, soit t'as pas d'éthique, soit tu te fous la gueule des gens, soit ça va pas. Donc, et ça marche dans n'importe quel business. Je parle d'infoprenariat, là je te parle de tech, mais c'est pareil dans tout. Tu vois, il y a aujourd'hui des business même, tu en as accompagné, c'est devenu un super pote, donc j'en parle souvent, un paysagiste en Suisse. Il cartonne, il rachète ses concurrents, il scale de malade. Enfin, c'est un truc de fou ce qu'il met en place. Mais c'est le seul paysagiste en Suisse, dans sa région, qui fait ne serait-ce que de la pub. Il dépense rien en pub. Mais si tu savais comme c'est rentable, c'est un truc de fou. Pourquoi les autres ne le font pas? Parce que ça a toujours fonctionné comme ça, donc tant qu'on n'est pas mort et qu'il y a encore des clients qui arrivent, voilà. Mais tu vois, il rachète un de ses concurrents, ça fait 65 ans qu'il existe, ça fait 30 ans qu'il a le même chiffre d'affaires. Mais il en est content, tu vois. Et en fait, l'acquisition et la rétention et puis la diminution, enfin le fait d'arrêter avec certains clients, fait qu'il était plus ou moins stable, des fois une croissance de 2-3% annuelle, etc. Mais la réalité, c'est que rien que cette année, ça se trouve, il va prendre 30% de croissance. Pourquoi? Parce que juste tu mets en place un truc, tu changes les codes, tu te remets en question par rapport à ce qui fonctionne et tu avances, tu y vas. Donc je dirais pas que c'est bien, je dirais que c'est vraiment indispensable si tu veux scale. Et puis il y a beaucoup trop de gens, effectivement, qui... après une expérience, pensent que tout est acquis. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des gros résultats. On parle de centaines de milliers, voire millions, voire pour certains plus de 10 millions de chiffre d'affaires. Ils ne savent même pas t'expliquer concrètement d'où vient leur succès. Ouais, c'est vrai, il y en a un paquet. Ouais. Et il y en a un paquet. Et du coup, tu peux pas dire expert, tu peux pas dire je comprends le business. Si tu sais pas, tu vois. Si tu comprends pas, tu fais une équation mathématique, c'est bien, tu vois, si tu sais le résultat pour le test. Mais ce qui est bien, c'est de comprendre le process. Bien sûr. Pour que face à une autre équation, tu puisses être en capacité seul de la résoudre et d'avancer. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc voilà, un petit peu pour répondre. Non, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là aussi. Et alors, je vais partir sur un autre sujet parce qu'il y a plusieurs sujets que je voulais aborder avec toi et qui intéressent l'audience et sûrement la tienne aussi. Déjà, je voudrais savoir, c'est quoi ta vision, mission et des valeurs d'entreprise? Parce que c'est vrai qu'on parle de plus en plus de cette notion-là quand on crée un business, un empire, et voilà, avec un certain nombre d'équipes. Donc, c'est quoi ta vision aujourd'hui et qui fait d'ailleurs, je pense que tu en es là aujourd'hui, avoir toutes ces équipes qui te suivent au quotidien et qui sont inspirées par aussi... Je vais te partager
on va dire, ma vision. Je vais te partager la mission d'entrepreneurs.com, qui est mon business principal. Les autres missions, pas forcément les partager. Et les valeurs d'entrepreneurs.com, il y en a 6. Pour le moment, on les garde. On va les communiquer dans un communiqué spécifique. D'abord, la mission d'entrepreneurs.com, c'est permettre aux entrepreneurs d'accomplir leur mission en transformant leur vie et leur quotidien. Elle est simple, elle est claire et elle répond aux entrepreneurs. Qui qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, quel que soit leur niveau. Moi, ma vision, c'est avant tout de vivre une aventure humaine exceptionnelle, de grandir, d'évoluer et de faire grandir et évoluer ceux qui m'entourent, que ce soit mes proches, que ce soit mes collaborateurs, que ce soit mes partenaires, mes associés et aussi nos clients, et surtout de m'amuser et de kiffer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, je suis dans une optique d'impact. Avant, j'étais dans une optique de liberté. Aujourd'hui, la liberté, je l'ai atteinte, je l'ai acquise. Et ça peut paraître présomptueux, mais quel que soit le pays dans lequel je me trouverai au monde, il y a peu de scénarios dans lesquels j'arrive difficilement, ne serait-ce qu'à vivre correctement. Même si demain, je perdais tout, je sais qu'en quelques jours, en quelques semaines, maximum en quelques mois, je me retourne de par les compétences que j'ai. Je parle même pas du réseau, je parle juste des compétences. Si on cumule le réseau, c'est encore différent. Donc, voilà globalement pour ma vision, mes valeurs. L'idée, c'est pas de les copier, de se dire voilà, c'est plus de s'inspirer. Pourquoi ? Parce que celles que j'ai aujourd'hui ne sont pas celles que j'avais hier et ne sont pas celles que j'aurai demain. Bien sûr. Tout comme voilà, tout évolue et tout change. Ok. Et en quoi cette vision te permet justement de scaler, de continuer à développer ce mouvement entrepreneurs.com et du coup les entrepreneurs que tu accompagnes aussi, en quoi ça joue dedans? C'est simple, c'est qu'en fait, si tu veux, aujourd'hui, vu que je le fais plus pour une quête d'atteinte de quoi que ce soit, que je le fais pour l'impact, je suis complètement détaché du résultat, notamment financier. Et j'ai pas peur en fait. Demain, on prend une mauvaise décision stratégique parce qu'il y a des risques, parce qu'on veut x10 le business. C'est pas mon gagne-pain en fait. Je ne dépends pas de ça pour remplir mon assiette, payer mon loyer et vivre. Et du coup, la dimension que tu as quand tu es plus détaché, ça change. Ça change beaucoup de choses. Alors, je dis pas que je m'en fiche complètement du résultat et qu'on veut aucun bénéfice. Mais j'en discutais justement avec quelqu'un avec qui je travaille. Cette personne me disait, voilà, si tu... parce qu'aujourd'hui, entrepreneurs.com, c'est pas un business qui fait 80% de marge. C'est un business qui fait entre 25 et 35% de marge. Et cette personne me disait, est-ce que si on fait 2 fois moins de chiffre d'affaires, mais 2 fois plus de marge, ou on fait 10 fois plus de chiffre d'affaires et 0 marge, qu'est-ce que tu choisis ? Instantanément, je choisis 10 fois plus de chiffre d'affaires, 0 marge. Finalement, ce qui fait vivre une boîte, c'est la marge, notamment son propriétaire. Et du coup, moi, en fait, ma vision, mon optique avec cette boîte-là, c'est l'impact. Et si je veux pouvoir atteindre cet objectif, je dois être complètement détaché en fait du résultat direct. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résultat, parce que finalement, je dois incentiver des gens qui n'ont pas la même vision de base que moi, parce qu'ils n'ont pas la même situation personnelle que moi, pas le même niveau de conscience que moi, etc. Mais ils sont tous ralliés à une cause, qui est la mission d'entrepreneurs.com, qui est la vision où on va d'entrepreneurs.com à 3, 4, 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et les 6 valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, voilà qui répond, j'espère, à ta question. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je voudrais savoir, parce que tu sais, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui ont ce côté attaché quand même à cette notion de sécurité, finance, parce que bon, voilà, qu'ils aient des équipes à gérer, qu'ils soient seuls, il y a toujours un peu cette peur de manquer. Tu sais, t'as peur de... Comment tu as réussi à te détacher totalement de tout ça et être vraiment juste dans l'impact, en fait? C'est une bonne question, parce que pendant longtemps, en fait, j'avais ce sentiment d'insécurité sans même m'en rendre compte. Et du coup, je prenais des décisions qui n'étaient pas les bonnes à cause de ça. J'ai tout simplement, en fait, travaillé avec quelqu'un et mis en place une sorte de fichier comme un fichier Excel, avec tous mes actifs, tous mes passifs, tout mon cash, tous mes investissements dans tous les domaines, des projections, des routines, des budgets, de la clarté,
Et en fait, une fois que c'est écrit, c'est sous tes yeux. Alors effectivement, alors ça peut mettre... moi, en l'occurrence, ça avait mis en évidence des points à améliorer. Tu vois, c'était un bon travail, on a bien fait de le faire. J'avais même retrouvé beaucoup d'argent à gauche, à droite que je ne soupçonnais plus ou que j'avais oublié, etc. Parce qu'il y en avait un petit peu partout. Parfois de l'argent qu'on me devait, parfois de l'argent que j'avais investi, parfois de l'argent que j'avais perdu, parfois plein de trucs. Et du coup, force est de constater que ça permet d'avoir une certaine sérénité après. Parce que tu sais où tu vas, tu sais ce que tu as et tu sais que t'es plutôt serein, quoi. Et que même si il y a un scénario catastrophe, tu es en capacité quand même de pouvoir gérer pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, quoi. Ok. Ouais, parce que c'est en fait, si je comprends bien ta manière de fonctionner, c'est la clarté, le côté très pragmatique, d'y voir clair sur les choses, qui te permet de te rassurer et te dire, voilà, maintenant ça me permet de, on va dire, lâcher les chevaux et y aller dans les projets que j'ai, en fait, qui me tiennent à cœur, c'est ça? Surtout à ces niveaux, ce serait de la folie d'avancer à l'œil comme ça, tu vois. Et d'une part, et d'autre part, vu qu'une de mes valeurs primaires, c'est l'évolution, qui est une des 6 valeurs d'entrepreneurs.com, c'est qu'on ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Bien sûr. Donc, si j'ai pas de data, c'est clair. Qu'est-ce qui fait que le mois prochain, je vais te dire, ouais, je suis content, j'ai évolué? Aucune. C'est clair. Non, c'est clair, il y a ce côté-là. Qu'est-ce que tu dirais justement à des entrepreneurs qui ont du mal avec les chiffres et tout? Parce que tu sais, tu as 2 types d'entrepreneurs. Il y en a qui sont très pragmatiques chiffres, il y en a d'autres qui sont plus dans le côté très créatif, ils créent plein de choses, ils vendent, mais par contre, le chiffre, c'est pas du tout leur tasse de thé. Toi, tu leur dirais quoi à ces gens-là? Je leur dirais que je comprends, j'ai été à un moment donné exactement comme eux. Donc, pas culpabiliser sur ça, premier point. Deuxième point, la raison pour laquelle peut-être ils minimisent la chose et qu'ils n'en font pas une priorité, c'est qu'ils n'ont pas conscience de la valeur de la chose. Donc, travailler la conscience, élever votre niveau de conscience quant à la valeur de savoir vos chiffres et d'avoir vos KPI. Ensuite de ça, une fois que tu as conscience de ça, monte en compétence là-dessus, ne serait-ce que d'un point de vue macro, pas forcément d'un point de vue micro. Une fois que tu as monté en compétence là-dessus d'un point de vue macro, délègue à une personne qui, elle, aime faire ça, est animée par ça, elle va être missionnée par ça. Mais vu que tu as au moins la compétence macro, tu vas pouvoir vérifier son travail, comprendre son travail et puis lui donner les bonnes instructions pour pouvoir exécuter. Et puis ensuite, pilote. Pilote correctement les choses et avec ces datas, en plus des autres, tu pourras prendre les bonnes décisions. Parce qu'aujourd'hui, prendre une bonne décision, ça passe surtout par avoir la liste des bonnes informations. Aussi, si tu n'as pas les informations... ta décision, et si c'est pas les bonnes, d'où l'importance de bonnes informations, pas juste informations, bonnes informations, là tu peux prendre les décisions. Ok, tac, ça c'est, tu vas trier les informations par ordre de priorité, par ordre d'importance, par poids, et donc ok, je peux prendre une décision là-dessus. Et que là, tu sais que tu peux avancer plus ou moins sereinement. Qu'est-ce qui fait que je vais cut cette business unit ou pas? Qu'est-ce qui fait que je vais recruter cette personne ou pas? Qu'est-ce que j'ai anticipé ça? Qu'est-ce qui fait que je vais investir là? Qu'est-ce qui fait que je vais acheter cet asset? Qu'est-ce qui fait que je vais faire de la croissance externe plutôt que de la croissance interne? Qu'est-ce qui fait que je vais cut ces sources d'acquisition? Qu'est-ce qui fait que je vais développer plus mon personal branding? Qu'est-ce qui fait que je vais revendre cette machine, revendre cet entrepôt, arrêter cet abonnement? Toutes ces questions que la plupart des gens ne se posent pas parce qu'ils n'ont pas conscience des choses. Et du coup, par rapport à parce qu'on parle du volet chiffres, alors c'était pas tout à fait la question que j'avais pensé, mais ça vient dans le lot du flow de la vie, de ce qu'on se discute, donc je trouve ça intéressant d'en parler. Là, par rapport aux KPIs, toi, c'est lesquels KPIs que vraiment tu regardes à chaque fois que tu prends une décision pour ta croissance, pour la croissance de tes clients? Quels sont les KPIs les plus importants pour toi à regarder? C'est quasi impossible de répondre à cette question dans le sens où ça dépend vraiment du contexte. Ok. Donc si c'est par exemple, admettons une entreprise de coaching, de consulting, parce que c'est la plupart des gens que tu accompagnes. Non. Ah oui, ok, intéressant. Beaucoup de gens pensent ça, justement. Ah ouais, je pensais vraiment que tu avais beaucoup de On gens en dans a le accompagné service. énormément entre 2018 et 2021, donc avec leconsultant.fr notamment. Il y en a, je crois même que c'était à ce moment-là qu'on avait travaillé ensemble. Qu'on avait fait une interview. Et du coup, voilà. Mais maintenant, tu vois, on a vraiment tout corps de métier. Je peux même pas te les citer tellement il y en a, et c'est ça qui est fascinant. Ça nous nourrit et c'est hyper riche, mais ça doit représenter 30-35% de nos clients aujourd'hui. Ok, la majorité de tes clients, c'est quoi? Dans le c'est service, très diversifié. C'est très diversifié. Okay, business physique, SaaS, e-commerce. Vraiment du vrai e-commerce, on en a, mais pas genre dropshipping, tout ça, ça en fait pas. Certains dans l'affiliation, on a même des gens dans le MLM, on a des gens dans l'immobilier, bien sûr, on a des gens dans la tech, on a des gens de start-up, on a des gens
voilà. Ok, donc tu as Très plusieurs diversifié. types de clients. Justement, tu sais, on pose souvent dans cette idée de cibler un client spécifique. Ouais. Toi, justement, tu as un client qui est vaste. Mm. C'est quoi ton avis là-dessus, en fait, par rapport à... C'est notre plus gros pain point aujourd'hui d'un point de vue positionnement marketing, entrepreneurs.com. Tu vois, je ferais de l'accompagnement pour un seul type d'individu, ce serait beaucoup plus facile. Dans tous les sens. Oui, dans tous les sens. Tu Au vois, niveau marketing, tout. stratégie, positionnement, c'est clair. Tout. Demain, on se dirait, OK, on accompagne que les... je te dis une bêtise... même prenons ton cas, demain tu te dirais ok, j'accompagne que les femmes qui veulent se lancer dans le business en ligne et qui veulent faire ça et leurs premiers 5 000 € par mois, très 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 niché. T'as beaucoup plus de potentiel que de dire demain j'accompagne tous les entrepreneurs, ce qui est normal. Sauf que nous on a un positionnement qui est tel avec entrepreneurs.com, qui est une marque, qui est un positionnement, qui est tu vois un symbole limite, qu'on a cette responsabilité d'avoir le positionnement global, d'aider les entrepreneurs, donc on doit se nicher différemment, tu vois. Donc on se niche dans une optique où on est des entrepreneurs qui démarrent de zéro et qui font jusqu'à en moyenne 500 000 € par mois. Ça se décompose dans 4 catégories de clientèle. Tu as la clientèle de 0 à 5, voire 10 000 € par mois de chiffre d'affaires. 5, 10 000 € par mois de chiffre d'affaires à 25, 30 000 € par mois de chiffre d'affaires, dépendant des domaines. 25 000 € de chiffre d'affaires à 80 000 € de chiffre d'affaires. Et puis 80 000 € de chiffre d'affaires à 500 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et donc ces 4 catégories nous permettent de couvrir un large spectre d'individus qu'on accompagne. Et du coup, à chaque fois, effectivement, donc c'est pour ça qu'on a 4 types de produits, on a 4 catégories de coachs et de consultants également, parce qu'on vend surtout de l'humain. Donc tu peux pas mettre... Un de nos coachs qui intervient sur les starters, ceux qui démarrent, ne peut pas intervenir sur nos consultings de haut niveau. C'est pas la même chose, pas les mêmes enjeux. Et du coup, à chaque fois, tu vois, tu as d'autres enjeux, notamment dans ta posture dans le recrutement, dans ta posture dans l'analyse de tes finances, on en parlait, dans l'analyse de plein de choses, ou dans des prises de décision. Parce qu'une prise de décision stratégique sur un business qui tourne déjà et qui fait 400 000 de chiffre d'affaires avec 150 000 de marge mensuelle versus une prise de décision dans un business qui fait 3 700 € par mois de chiffre d'affaires, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Notre responsabilité, elle n'est pas du tout la même. C'est clair. Donc voilà un petit peu. Donc nous, on s'est niché surtout et on se différencie par notre approche holistique de l'entrepreneur dans cette case-là que j'ai évoquée, qu'on a décomposée en 4 parties bien distinctes et qu'on est en capacité d'aider selon les domaines. D'accord, ok. Donc justement, parce que c'était une des questions, c'est comment tu différencies, parce qu'il y a beaucoup de business coach sur le marché, enfin il y a eu un peu de tout. Toi, comment tu différencies avec ton entreprise, avec entrepreneurs.com? En quoi vous êtes différent, vous êtes unique? C'est sur quel aspect nous, on apporte des résultats. Tu vois. Et je me permets d'en parler parce que je sais que tu en as parlé avec Axel, tu vois. Tu as investi beaucoup d'argent dans certains business coachs, etc. Des sommes qui, tu peux l'évoquer si tu veux, mais j'en ai connaissance. Et tu vois, quand Axel m'a dit ça, je me suis dit, waouh, truc de fou, qui sont énormes. Toi, qui sont des sommes qui me choquent pas parce que c'est des sommes que pour des clients qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et que j'aide à faire encore plus, racheter des boîtes, structurer, revendre leur boîte, etc. Ça me choque pas, tu vois. Mais que derrière, tu puisses avoir ne serait-ce qu'un seul instant le sentiment de ne pas avoir eu la possibilité de tirer à 100% pleinement potentiel de ce qui t'a été partagé ou d'avoir les résultats que tu voulais, c'est inconcevable pour nous. Je préfère rembourser un client à 100% que de me dire le mec n'est pas content. Après, effectivement, si le client ne fait aucun effort, n'applique rien, n'est pas présent, n'est pas là, non, désolé, tu vois, on a mis les ressources, l'énergie de notre côté, on a fait notre partie du job, on a rempli notre partie du contrat, c'est ton problème, le reste. Mais ça, c'est extrêmement important. Ce cas de figure n'arrive pas, en tout cas pas à ma connaissance, pas à mes oreilles, et tu vois déjà c'est ce point-là, c'est qu'aujourd'hui il y a tout et son contraire comme tu l'as évoqué, et il faut faire très 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 attention. Et moi je serais vous, juste
je me poserai les bonnes questions. Tu vois, il y a une petite liste de questions simples à se poser quand tu veux te faire accompagner. Est-ce que cette personne accompagne déjà des gens? Est-ce qu'elle en a déjà accompagné? Depuis combien de temps? Quels sont les résultats qu'elle a eus, qu'elle a aujourd'hui? Est-ce que c'est des résultats liés à la chance, un timing, un contexte spécifique, ou est-ce que c'est des résultats réplicables, durables? Est-ce que ces clients ont des résultats? Est-ce qu'ils sont visibles? Est-ce que je les connais? Est-ce que je peux les contacter? Est-ce qu'il y a une linéarité dans ces clients, ou est-ce que c'est très diversifié? Est-ce que juste il accompagne ce type de personnes et moi il ne sera pas en capacité de m'aider, etc., etc. Est-ce qu'il en fait trop? Est-ce qu'il est transparent? Est-ce qu'on voit concrètement des choses? Tu vois, est-ce que cette personne, enfin, tu vois, nous c'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup de contenu, mais aussi de physique. Toi, tu étais présente récemment là à notre Meetworking. Toi, ça ne trompe pas quand tu as plus de 300 personnes qui sont là, qui sont réunies. La moitié de la salle, on sait qui c'est, on échange avec eux. Dans cette moitié, tu en as la moitié qui sont des clients, qui tous viennent, me font un câlin limite et me disent merci. Tu vois, ça ne trompe pas. Et moi, je vous invite à vous renseigner sur les personnes. Et j'insiste sur un point, je ne veux pas faire le gars qui juste vend sa sauce. Il y a des gens qui n'ont pas forcément, ne sont pas là depuis 10 ans, ne sont pas là depuis 6-7 ans, comme c'est notre cas, n'ont pas accompagné 10 000 entrepreneurs ou autres, sont là peut-être que depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, ont accompagné que 2, 3, 4, 10, 20 entrepreneurs, n'ont pas forcément un énorme track record, et pourtant sont vraiment hautement compétents, des experts, et sont en capacité d'aider. Donc il ne faut pas uniquement se baser sur ce que je viens d'évoquer, mais il faut aussi se baser sur, d'un point de vue pragmatique, les compétences de cette personne, poser les bonnes questions, avoir plusieurs appels avec, peut-être même challenger cette personne, peut-être même demander à être en contact avec des gens qu'elle a pu aider, peut-être même établir un deal différent pour travailler sur une plus petite période ou plus petite intensité avec cette personne pour pas se faire avoir, également être en capacité de vraiment se poser les bonnes questions par rapport à la valeur de l'offre qui va être délivrée. Et au moins, tu ne te fais pas avoir, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, si l'industrie de l'accompagnement a une mauvaise image, c'est pas à cause des acteurs qui y sont. C'est à cause des gens qui passent à l'action et font confiance à certains acteurs sans se poser les bonnes questions, et qui ensuite sont déçus, et qui ensuite véhiculent un message de « je me suis fait avoir » ou autre machin, alors qu'en réalité, on leur a pas mis un flingue sous la tempe. Ah, c'est clair, tu vois. D'ailleurs, justement, en parlant de ce sujet-là, parce que du coup, tu parlais de cette notion de résultat, t'apportes du résultat. Alors, il y a un certain nombre de business coachs aussi qui apportent du résultat. Heureusement. Voilà, heureusement, parce que c'est aussi pour ça, c'est ce qu'on prône. Là, quand tu me disais, moi, ce que je te posais comme question, c'est au niveau de la différenciation de toi dans ta manière. Parce qu'il y a plusieurs business coachs qui apportent du résultat, mais toi, quelle est, tu penses, la différence? Parce que c'est vrai que de ce que j'ai perçu, tu vois, de toi et de ton environnement, il y a vraiment ce côté hyper relationnel, hyper relation long-termiste, avec des clients que tu as accompagnés, avec qui tu gardes le lien. Est-ce que c'est ça qui aussi vous différencie par rapport à d'autres? Est-ce que c'est d'autres choses? Ce qui fait que mes clients restent, c'est 2 choses. Effectivement, il y a la relation. Mais surtout le fait qu'on leur apporte du résultat, de la performance, donc un retour sur investissement. Demain, tu peux avoir la meilleure relation du monde. Si tu deviens client de chez nous et que tu n'as aucun résultat, tu vas dire écoute Alec, franchement je t'apprécie, t'es top, c'est cool, j'ai passé un bon moment, mais bon, force est de constater que ça marche pas ton truc, tu vois. Mathématiquement, regarde les résultats, c'est pas bon. Tu auras raison. Donc il y a ces 2 variables, humain, résultat, premier point. Deuxième point, ce qui nous différencie réellement, c'est qu'on met en place des systèmes et que 100% de ce qu'on fait mettre en place, on le maîtrise, on l'a implémenté et on l'implémente. Et on le fait évoluer. Tu vois, tu parlais justement de ceux qui ne se remettent pas forcément en question. On se remet en question constamment. Genre, tu vois, on peut investir sur des gros projets, c'est parfois des centaines de milliers d'euros, où pendant par exemple 6, 7, 8, 9 mois, on va reconstruire un produit de A à Z ou une façon d'accompagner de A à Z, et se rendre compte qu'en fait, c'est plus d'actualité. Supprimer 100% de tout ce qui a été fait, page blanche. Vraiment, on supprime les vidéos, on supprime tout, on supprime l'espace membre, on supprime les supports pédagogiques de tous les coachs en one-one, on supprime tout, on reconstruit tout. Tu vois ? Et on va même aller recruter des ingénieurs pédagogiques, recruter des experts sur des sujets, parce que c'est nécessaire. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait qu'en fait, le jeu à long terme,
c'est d'apporter du résultat. Celui qui va gagner cette bataille, c'est pas celui qui a le meilleur marketing, c'est pas celui qui est le meilleur en vente, c'est celui qui est le meilleur à délivrer du résultat à ses clients. Parce qu'au plus un marché océan rouge est sophistiqué, au plus c'est ton produit qui fait ta vente et ton marketing, et c'est plus ton marketing et ta vente qui fait ton produit. Et ça, c'est capital, tu vois. Un autre exemple concret. Je suis beaucoup visible avec Oussama, t'en parlais tout à l'heure. On a créé Ikigai, on a créé Better With Ous. Better With Ous, c'est un consulting sur plusieurs mois qui inclut une immersion qui coûte 45 000 euros. 45 000 euros, c'est beaucoup d'argent pour un consulting. La seule raison pourquoi je le fais et pourquoi c'est durable, c'est que Oussama peut avoir l'image qu'on en veut, qu'on l'aime, qu'on l'adule ou qu'on le déteste, pour X ou Y raison. Ce que je sais, c'est qu'un client chez Oussama, c'est le client est roi. C'est sa vision, c'est une de ses valeurs. Et que 100% des gens qui vont appliquer les conseils qui sont donnés par lui et qui vont faire le cursus et qui vont être vraiment là et qui vont investir en eux, le feedback, il est clair. Ça a transformé mon business. Merci. Si j'aurais su, je l'aurais fait plus tôt cet investissement. Et le retour sur investissement, il est indéniable. J'ai dîné avec une quinzaine de clients Better With Ous il y a de ça quelques jours. C'était unanime. Les membres du Mastermind Ikigai, je les connais parce qu'on est associé avec Oussama sur ce Mastermind. Et c'est pareil. Et j'ai accès à l'agenda d'Oussama quand tu vois qu'il fait 10, 12 Better Call Ous d'affilée, 30 minutes chacun. Je me dis, mais j'espère que ces gens ont conscience de la valeur qu'ils délivrent durant ces 15, 30 minutes, 20 minutes d'échange avec lui. C'est un truc de fou. Et ça, c'est un truc qui nous rallie et qui nous rapproche. Et lui a compris que le game, c'est aussi justement de satisfaire ses clients. Et que le game, ce qui te différencie, c'est le résultat, la performance. Et pourtant, tu vois, lui et moi, finalement, même si on s'entend sur plein de sujets, on est opposés. Hein. Tu vois, moi, je suis la structure, carré, droit, lisse, machin. Lui, c'est le chaos, le fun, truc, tu vois. C'est voilà. Et pourtant, on a cette valeur qui nous rallie. Et c'est ce qui fait qu'on dure dans le temps. Tu vois. Ouais, cette notion d'excellence, de se remettre en question. Là, actuellement, justement, on arrive à cette question-là intéressante. C'est dans quel cas, finalement, parce que j'ai vu dans tes différents podcasts que du coup, tu avais un côté perfectionniste, où tu aimes bien le travail bien fait, au carré, etc. En quoi, quelque part, ça t'aide et à la fois, ça peut te desservir? Dans quel cas ça t'aide, dans quel cas ça te dessert, le perfectionnisme? Parce que j'ai beaucoup de gens, entrepreneurs dans mon audience, qui sont perfectionnistes. Donc, c'est intéressant de voir en quoi ça te sert, mais aussi en quoi ça peut te desservir, dans quel cas? En fait, déjà, il faut comprendre que fait est mieux que parfait. Donc, fait est mieux que parfait. Ensuite de ça, faut identifier vraiment, ça c'est une notion que Amine m'avait fait découvrir. Amine qui est du coup... Ton associé Ouais, c'est mon frère, vraiment, c'est mon frère. Et du coup, on a démarré ensemble. Aujourd'hui, il n'est plus associé opérationnel dans entrepreneurs.com. Les choses sont différentes. J'en ai parlé dans certains podcasts, je ne vais pas revenir sur le sujet. Mais du coup, il contribue énormément à ce qu'entrepreneur est aujourd'hui et deviendra demain. Et du coup, tu vois, c'est le point d'inflexion. C'est-à-dire que si là, on va après, dans ces studios, il y a une cuisine, on va après dans la cuisine et qu'on met de l'eau à bouillir, le point d'inflexion pour que l'eau boue, c'est 100 degrés. Tu peux monter à 110, tu peux monter à 200, tu peux monter à 600 degrés. Par le fait qu'il se passe un problème et que l'alerte incendie démarre et que toute l'eau s'évapore, plus vite, il ne va pas se passer grand-chose. Le point d'inflexion, c'est 100 degrés. Donc, ça a été de premier point, fait mieux que parfait. Deuxième point, identifier le point d'inflexion de chaque tâche. Parce que finalement, si tu mobilises encore plus d'efforts, mais qu'il y a peu de résultats derrière, ça ne sert à rien. Fais l'économie de ce temps-là. Troisième point, j'ai délégué ma perfection. C'est-à-dire qu'on a établi des process, des standards qui sont élevés, certes, mais où moi, aujourd'hui, j'ai un recul. Limite, je ne regarde même plus. Je lis pas les mails qu'on envoie, je lis pas les posts que je publie, je lis les slides que je fais dans un webinaire quand je l'anime parce que il faut pas que je les découvre en live, mais voilà. Je sais pas ce qui est écrit sur certaines de nos pages, voire quasi la totalité. En fait, si tu veux, j'ai pris une telle hauteur sur le business aujourd'hui, et je dis ça vraiment en toute humilité, objectivité, et parce que je dois répondre à ta question, mais que j'ai des gens tellement plus compétents que moi, tellement plus engagés que moi, et qui ont pour fonction d'être là sur ces sujets-là et qui le sont brillamment, et merci à eux d'être là, qu'en fait, j'ai plus ce problème.
Mais j'ai plus de problème parce que je peux me permettre de ne plus l'avoir. Mais si demain, je venais à tout perdre ou que dans la même situation où je devais être encore dans l'opérationnel, il est possible que je sois un petit peu encore perfectionniste. Mais tu vois, j'ai aussi pris conscience de la valeur du fait de lâcher prise sur ce sujet. Parce que je vois encore aujourd'hui autour de moi beaucoup trop d'entrepreneurs avec un potentiel juste hors du commun, mais hors du commun, gâcher leur potentiel, gâcher leur temps, gâcher leur énergie, ou en perdre énormément parce que il n'y a pas le bouton comme ils voulaient, parce qu'il faut relire correctement le truc, parce que la vidéo, le montage, le machin, fallait cutter ici, puis il y a 3 secondes de plus. On s'en fout en fait. C'est pas ça qui va faire développer ton business. Le point d'inflexion, il n'est pas là. Encore une fois, le point d'inflexion, il est sur prendre les bonnes décisions, poser les bonnes stratégies, actionner le plus vite possible et démarrer. Tu vois. Donc, voilà. Ouais, donc tu dirais en fait que la perfectionnisme aujourd'hui, c'est plutôt dans la décision que tu prends, qui doit être justement bien réfléchie, bien pensée pour avancer, et plus dans le opérationnel, les tâches, etc. Ouais. Heureusement, je suis plus dans l'opérationnel, donc oui, complètement. Et puis surtout, il y a un point, c'est que passe plus de temps à te poser les bonnes questions, à identifier quelle est la bonne question à te poser, plutôt que d'essayer de réfléchir sur la question. Bien sûr, bien sûr. Ok. Alors, je parlais d'un thème qui va peut-être être un peu clivant dans le développement personnel, mais je pense que c'est important d'en parler. Quels sont pour toi les 2 idéaux du développement personnel, spirituel, entrepreneuriat, avec lesquels, quelque part, soit t'es contre, ou alors t'es pour, des sujets qui sont... Alors, ça peut être le sujet work hard, play harder, enfin, tu vois, t'as des différents sujets idéaux comme ça. Toi, sur quel idéaux tu es pour, et d'autres sur lesquels t'es contre, en fait, par rapport à ces sujets-là. C'est une question, complexe, parce que c'est pas forcément mon domaine et moi je suis complètement détaché de tout ça. Mais déjà, je suis pour l'audace. Ok. Je suis pour l'audace à 100%. Je suis un peu contre ce truc de laisse le temps faire, tout vient à point à qui sait attendre, tous ces trucs. Demain, tu veux faire quelque chose, fais-le, quoi. Donne-toi les moyens de et pète les murs, pète les trucs, avance. T'es pas plus doué ou moins doué que quelqu'un d'autre. La chance, ça n'existe pas. Tu la crées, tu la produis. Encore une fois, c'est le rationnel versus pas l'émotionnel, mais plus l'irrationnel, quoi, l'intangible. Donc voilà. Après, moi, il y a un concept que je trouve ça incroyable, tu vois, c'est les trucs de motivation. Que je retourne dans les salles de développement personnel où ils te font faire sauter, taper dans les mains, gueuler, hurler, faire le gorille, faire je sais pas quoi. Enfin, pour moi, c'est le cirque. Tu vois, tu vas au cirque CNI ou au cirque du Soleil, t'es pareil, sauf que t'as payé ta place 15 balles plutôt que payer ta place 2000 balles, quoi. Et en plus, même si tu fais le clown sur scène, c'est toi qui es payé en général. Donc ouais, ça pour moi ça n'a aucun sens. Si t'as besoin de trucs comme ça pour être motivé, c'est que tu fais les mauvaises choses. T'as pas besoin d'éléments extérieurs pour être motivé si tu fais la bonne chose. Et si c'est le cas, change, fais autre chose. Te remets-toi en question, fais autre chose. C'est qu'il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qui te motive toi au quotidien dans ta vie à vraiment soulever des montagnes, vraiment c'est quoi qui te motive? C'est la vision de l'entreprise? C'est quoi qui te motive vraiment? C'est évoluer. Évoluer et faire évoluer. Ouais, donc c'est la valeur première, une des valeurs que tu as de l'entreprise, quoi, la notion d'élévation. Ok. Et par rapport justement, parce que tu me parlais d'entourage, de prestataires, moi je suis curieuse de savoir, et je pense que c'est le cas de pas mal de gens qui te suivent, quelle identité tu as adoptée et quelles sont les actions concrètes adaptées à cette identité tu as mis en place pour te créer un socle solide de prestataires, d'amis, de personnes et players dans ton réseau qui t'aident en fait à grandir au quotidien. Voilà. Alors, il y a 2 choses, parce que t'as mon réseau, mon entourage, 3 choses du coup, mon réseau, mon entourage et puis mes prestataires.
il y a 3 approches différentes. Tu veux qu'on aille sur laquelle? Ah bah écoute, on peut aller sur les 3, mais c'est intéressant parce que de toute façon, pour moi, tout est connecté. C'est-à-dire que si dans ta manière d'être, tu as mis en place des choses, ça peut être aussi bien utile pour les prestataires avec qui tu bosses, avec l'entourage partenaire et entourage amical, etc. Tu vois, pour moi, il y a des choses qui se relient de toute façon, les 3. En fait, dans les 3, s'il y a un dénominateur commun, c'est que je donne sans attendre de recevoir. Ok. Si j'ai un réseau énorme, mais je le développe pas. Tu vois, le réseau, c'est un flux. J'aide énormément de gens dans mon réseau. Indirectement ou autre, tu vois, si je peux connecter des gens, faire des trucs, tu me demandais pour venir à une soirée entrepreneur, tu me demandes de faire l'interview, bon bah voilà, on discute, on échange, ça prend du temps certes, parce que je suis pas toujours dispo, mais voilà, donc il y a ça, mon entourage, dans mon cercle 1, il y a très très peu de gens, on peut les compter sur les doigts d'une main. Mais tu vois, eux, je donne sans compter et j'attends rien en retour. Dans mon cercle 2, c'est pareil, tu vois. Dans mon cercle 3, on est déjà dans le réseau. C'est différent. Et puis, dans mes équipes, aujourd'hui, j'investis plus dans la montée en compétences de mes équipes, mes collaborateurs proches, que ma propre montée en compétences, par exemple. Ok. Et ce, sans regret. C'est-à-dire que même demain, imaginons, j'ai investi, je dis une bêtise, 60 000 euros sur 18 mois dans la montée en compétences, même sur 12 mois dans la montée en compétences de quelqu'un. Cette personne nous quitte pour une raison X ou Y. Aucun regret. Parce que, en fait, je ne suis pas dans cette optique de... cette personne me doit ça, elle m'appartient parce que machin. Non. Évidemment, si on continue l'aventure ensemble, s'il y a de la reconnaissance, s'il y a du respect, parce qu'il y en a de manière mutuelle, je serais le plus heureux. Parce que je sais que je peux être un effet de levier encore plus gros. Si j'étais en capacité de mener cette personne de 1 à 10, je peux l'amener à 100. Pourquoi ? Parce que je suis déjà à 1000. Et à côté, je continue à investir énormément en moi parce que je suis à 1000, je dois être à 10 000. Donc, je ne parle pas de résultats, je parle de niveau, quoi, si dans la vie nous étions des Pokémon. Et du coup, voilà, c'est un peu l'idée. C'est donner sans recevoir. Je pense que c'est ça qui fait que ma générosité, c'est un de mes traits de caractère les plus précieux. Alors, j'ai aussi résilience, il y a plein de choses. Mais c'est ce qui me distingue. Parfois un peu trop. Ouais, j'ai on doit me canaliser. J'ai senti que tu donnais beaucoup, en fait. Et je me pose la question, qui t'apporte, en fait, au quotidien, qui t'aide à aussi toi-même grandir, monter. Je sais pas si tu as des mentors, j'imagine, des coachs, des gens qui t'accompagnent. Parce que j'ai l'impression que tu donnes énormément, en fait. Et limite trop, des fois. Donc, qui t'aide, en fait, à monter aussi. Je suis bien entouré. Ouais, j'imagine. Ouais, j'ai une équipe autour de moi aussi. Donc, je n'ai pas un mentor, mais j'ai un mentor qui effectivement m'a fait prendre conscience du fait que, tout comme un champion olympique, eh bien, un champion olympique, tu vois, il n'a pas un coach. Il a une équipe de coachs sur différents sujets pour pouvoir être champion olympique. Pour moi, mon sport, c'est l'entrepreneuriat. Je veux être médaille olympique dans mon sport, médaille d'or. Donc il y a plusieurs catégories dans les JO, tout comme dans l'entrepreneuriat. Et du coup, je me dois de constituer une équipe, donc j'ai constitué une équipe grâce à lui en partie ou grâce à mon réseau d'autre part. Et du coup, voilà, sur différents sujets. Ok. Et dans les mentors, coachs que tu as eus, quels sont ceux qui t'ont vraiment... Enfin, si tu en avais à citer, je sais pas, 1 ou 2 ou 3 qui t'ont vraiment aidé à devenir la personne que tu es aujourd'hui, d'avoir tous ces projets, d'être au niveau auquel tu es aujourd'hui, d'accomplissement, ce serait qui ou plutôt quels conseils qui t'ont donné, si tu veux pas donner les noms, mais les conseils qui t'ont le plus aidé? Ouais. Alors, je vais pas forcément donner de nom dans le sens où... ça pourrait être perçu comme les autres ont moins de valeur et du coup il faudrait que je cite tout le monde. C'est un peu comme quand tu dis ouais lui c'est mon pote mais ouais, pourquoi tu n'as pas cité l'autre. Mais tu vois typiquement la plupart, et j'en prends conscience, la plupart des choses que j'évoque ici, j'aurais pas forcément évoqué ça de la même façon il y a de ça 1 an, il y a de ça 2 ans, il y a de ça 3 ans, grâce à eux en partie. Tu vois, ne serait-ce que l'importance de la prise de décision, ne serait-ce que l'importance de prendre conscience de la valeur des choses. Il y a des fois des problèmes, tu sais, quand tu es dans la tête dans le guidon, tu as des problèmes qui sont complètement, tu te dis mais
comment je peux résoudre ça, quoi. C'est plus fort que moi, Ouais. impossible. Pro comme perso, hein. Et instantanément, tu vois, c'est des gens qui, de par des process ou de par l'expérience, vont dire non, mais attends, déjà, le problème, c'est pas ça, c'est la conséquence. La cause, c'est ça, qui est la cause de ça, qui est la cause de ça, enfin, qui est la conséquence de ça. Donc, résous ça. Et puis, en fait, tout ton arbre de problèmes, il s'élimine. Et puis, ce petit machin-là, ridicule qui te prend la tête, là, comme ça, ne sera plus, n'existe plus. Donc, tu vois, il y a ce genre de concept. Un autre concept sur lequel je travaille, c'est que le repos fait partie de la performance. Ouais. Moi, j'ai pas trop cette notion-là. Je devrais plus. D'ailleurs, je me force à prendre des jours off des fois et tout. Ah ouais, tu te forces carrément à prendre des jours J'ai off. aucun plaisir. J'ai Ah ouais, aucun plaisir dingue. à Ok. prendre des jours off. Enfin, si, sur le moment, j'ai du plaisir, mais c'est vraiment un effort. D'accord. C'est quoi qui te fait plus kiffer en fait dans ta vie entrepreneuriale, tout ça? En fait, je suis animé par le fait de par ce que je fais, quoi. Ouais, par élever les autres, élever dans l'entreprise, Ouais, etc. puis même concrétiser des projets, bosser, mais aussi, tu vois, rencontrer des gens, échanger, avoir des discussions intéressantes, stimulantes intellectuellement, etc. Et en fait, si tu veux, c'est au moment où je me dis, ok, le repos, ça fait partie du truc, que je me dis, ok, bon, bah, vu que ça sert mon objectif et que ça sert mon truc ta que je kiffe, performance aussi. voilà, c'est ça, Ouais. ça a du sens. Mais pourtant, tu vois, quand je me repose, que ce soit avec des proches ou autres, c'est pas dire que je les aime pas. Ouais, bien le sûr. fait que je pense à autre chose, ou que j'ai envie de prendre mon téléphone, ou que je me dis, ou je me dis au bout d'un jour, 2 jours, qu'est-ce que j'ai hâte de retourner bosser. Ça veut pas dire que je prends pas de plaisir, mais ça veut juste dire qu'en fait, je suis au bon endroit, tu vois. C'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant. Vaut mieux vois. ça que se dire j'ai envie d'être en vacances, etc. Parce que c'est vrai que quand tu es passionné par ce que tu fais, pour moi, c'est pas vraiment des vacances. Enfin, c'est pas. Je veux dire, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est des vacances de bosser. Le tout étant de savoir gérer son propre rythme, notamment énergétique, pour que ce soit pas en mode non plus burn-out. D'ailleurs, est-ce que tu as connu dans le passé des burn-out ou pas Burn-out à proprement parler, non, mais je pense que j'ai frôlé. J'ai connu des moments de down, des moments où c'est quand même compliqué, des moments où tu te poses 10 000 questions, des moments où tu as envie de tout envoyer, des moments où tu as envie de tout arrêter. Heureusement, parce que c'est ces moments que tu apprends le plus, c'est ces moments que tu apprends aussi sur toi, c'est dans ces moments où tu poses les bonnes questions, c'est dans ces moments où tu restructures les choses. Et tu vois, j'avais fait par exemple une pause pendant 1 an et demi d'entrepreneurs.com. J'avais fait une pause de réseaux sociaux. On peut pas dire que c'était un burn-out, mais on peut dire clairement que c'était un moment de remise en question globale et générale de pourquoi je fais les choses, est-ce que ça a un sens, est-ce que j'ai envie de les faire encore pendant 5 ans, pendant 10 ans. Voilà, En quoi ça t'a servi justement de faire cette pause-là, à ce moment de pourquoi, de remise en question, à être à nouveau, justement, j'ai vu tes pubs passer, t'es dans cette justement remise en activité, tout ça, de ce mouvement-là. En plus, je connais certains coachs qui bossent chez toi. En quoi ça t'a servi de faire cette pause-là pour justement en arriver de valider le fait que ça ait du sens et que je vis pour ça. Ouais. Ok. Ouais, donc il y a un moment, enfin, j'explique beaucoup dans les vidéos que je fais, dans le côté yin et yang, que pour moi, il y a vraiment une partie être qui quand même rentre, même, je dirais, à 80% dans la réussite, parce que c'est ces questions que tu te poses, c'est cette introspection-là qui t'amène là où tu en es aujourd'hui. Et finalement, tu as mené plein d'actions, mais en fait, arriver à un certain stade de business, je dis pas pour les gens qui démarrent leur business, mais pour ceux qui ont déjà un business, qui ont besoin de scaler, reconstruire d'autres business, etc. Je pense que c'est vraiment bien d'avoir ces moments, en fait, de pause qui sont pas vraiment des moments de pause, c'est des moments, en fait, de ressourcement qui vont te permettre après d'aller encore plus puissamment dans ce que tu veux réaliser, en fait. Moi, j'ai connu ça, c'était entre 2022 et 2023, où pareil, j'étais en remise en question, j'avais atteint un certain palier, et je me suis dit, ok, je fais quoi? Et je me posais des questions, tu vois, sur pourquoi je fais ce que je fais. Moi, c'était accompagner des entrepreneurs à se développer, comme plein de coachs business, et je dis, mais c'est quoi, pourquoi je le fais, enfin, quel est le sens derrière tout ça? Et c'est vrai que moi, j'avais créé un business à la base, c'était comme plein de gens, c'était d'être libre, etc. Mais une fois que ça s'est atteint, ok, on fait quoi? What next? Et après, c'est là où tu te remets en question sur vraiment le pourquoi du pourquoi. Et tu vois, je te rejoins dans ta vision, parce que pour moi, il y a cette vision que j'ai très, très puissante et encore plus incarnée aujourd'hui, cette idée de élévation de l'être humain, et que pour moi, en fait, on fait partie d'un tout. Et c'est parce qu'on est mieux, on est plus, qu'on agit plus, qu'on a plus de résultats, et qu'en fait, on grandit ensemble, en fait. Et cette notion d'être et faire, et typiquement, tu vois, de ce que tu me dis dans ton exemple, fait sens. Parce qu'en fait, tu t'es remis en question, et parce que tu t'es remis en question, il y a 2 nouvelles choses qui sont arrivées, des nouvelles collaborations. Enfin, tu vois, j'ai vu, ça fait depuis quelques mois, je crois que tu es en lien aussi avec d'autres personnes comme Oussama, tout ça. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, je pense, Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais
J'ai l'impression qu'il y a vraiment un lien avec ça, en fait. Peut-être, ouais, effectivement. Peut-être un lien là-dessus. Là, actuellement, si je vais dans des questions un peu plus de communication, de tendance, là, actuellement, tu me disais que tu voulais établir ton personal branding, que c'était important. Enfin, en tout cas, dans certains podcasts, tu disais que c'était un peu comme une des priorités que tu voulais faire en 2024. Du coup, je me pose la question, en quoi c'est stratégique d'avoir un personal branding et de le développer en tant que chef d'entreprise, tu vois. Je me pose la question par rapport à 2024 et aux autres années. Ouais, il y a plusieurs réponses. Le premier, c'est qu'on est dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Mhm, Dans un marché concurrentiel, tu dois te différencier. mhm, Et l'organique prône mhm, sur l'acquisition payante. mhm, Un des éléments qui va faire la différence, c'est le trust que les gens ont en toi, mhm, le lien qu'ils vont pouvoir créer avec toi et la légitimité qu'ils vont pouvoir t'accorder. mhm, C'est très lié, hein, ces 3 points. mhm. Et du coup, ça passe en grande partie par le personal branding. Mm. Premier point. Donc, c'est un asset que tu mets à disposition de tes projets et de ta société principale, dans mon cas, entrepreneurs.com. L'autre point, c'est que c'est le levier le plus simple pour pouvoir aussi réaliser notre mission et d'impacter. Si j'utiliserais les pages entrepreneurs.com ou entrepreneurs.off pour Instagram ou autres, on les utilise, on les développe, elles ont plus de 100 000 personnes qui les suivent, etc. Au quotidien, il y a du truc qui tourne. Mais il n'y a pas le même engagement, il n'y a pas le même impact que sur Alec Henry, qui est une personne où les gens vont s'identifier. Il y en a d'autres qui vont détester, t'en as qui vont adorer, t'en as qui vont me gouroutiser, t'en as d'autres où je vais être complètement insignifiant, et c'est OK. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que quand tu as un personal branding fort et que tu le développes, et que tu l'entretiens, et que tu le cultives, c'est un asset à titre personnel, mais aussi au profit de tes boîtes et de tes projets. C'est-à-dire que demain, je veux lancer n'importe quoi, j'ai établi un capital confiance qui est tel avec certains individus que si demain, même je dis une bêtise, je lance un fonds d'investissement, je sais que je lève beaucoup d'argent uniquement parce que c'est bête à dire, je suis Alec Henry. Demain, je lance une nouvelle société, et ça, je l'ai fait de nombreuses fois, en déployant une nouvelle business unit, mais plutôt que de les intégrer dans la structure initiale, eh bien, tout simplement, on a créé une nouvelle société parce que nouveaux associés, parce que ci, parce que ça. Instantanément, tu as des dizaines ou des centaines de clients qui rentrent, et instantanément, donc, tu démarres avec 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 de chiffre d'affaires dès les premières semaines ou dès les premiers mois. Chose qui est très compliquée lorsque tu démarres, tu te lances, tu avances et tu n'as rien de tout ça. Demain, je veux lancer un nouveau projet, une nouvelle business unit, quelle qu'elle soit, sur l'entité. J'ai besoin d'avoir un product market fit. Je déploie quelque chose, un post LinkedIn ou autre. Nos posts LinkedIn, en moyenne, ils font entre 15 000 et 50 000 impressions. C'est une moyenne. Parfois plus, parfois moins. Rarement moins. Et tout de suite, j'ai de la data. Tu vois. Donc, ça, c'est hyper important aussi de prendre ça en compte. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je fais ce choix. Et en plus de ça, une autre des raisons, c'est que c'est devenu un edge. C'est un vrai atout que j'ai. Je sais créer du contenu, je sais parler à une audience, je sais que les gens intelligents à qui je m'adresse, en écoutant ce que je dis, prennent conscience que je sais de quoi je parle. D'ailleurs, 100% des gros entrepreneurs que j'interviewe sur le déclic, leur retour elle-même après l'interview, c'est « Waouh, j'ai pas eu l'impression d'avoir un journaliste face à moi, j'ai un entrepreneur face à moi, de par les questions que tu poses, tu sais de quoi tu parles. » Et ça trompe pas. Et derrière, en plus, je prends un plaisir fou à faire du contenu, à être sur scène, à interviewer des gens, à rencontrer des gens, à échanger. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est création de contenu, partenariat, networking, conférence. C'est 4 de mes focus par rapport à cette notion de personal branding. Et c'est là où je m'épanouis énormément, et c'est là où j'ai un unfair advantage qui est absolument dingue par rapport à bien d'autres acteurs. Ok. Et par rapport à cette notion justement de communication, parce que j'ai senti que tu avais vraiment... tu sais, on n'a pas tous cette notion de art oratoire, de facilité à communiquer, à échanger. Et pourtant, tu disais dans un des podcasts que tu avais une enfance où tu étais un peu introverti. Ouais. Moi, je me pose la question, comment tu as développé cet art oratoire, de communiquer facilement, Voilà, c'est venu d'où, comment en fait? Je me pose moi-même la question. Ouais. J'ai pas suivi de formation, j'ai pas lu de bouquin, j'ai pas Ouais. eu de coach, j'ai pas eu de mentor, j'ai pas fait une école d'art, de théâtre ou autre. J'ai voulu à un moment donné même, mais les cours Florent, je me souviens, j'avais regardé, ou des choses comme ça, tu vois. Mais j'ai jamais fait ça. Je pense que c'est juste l'action. Toi, quand tu as fait des dizaines de milliers d'heures de vidéos, de coaching, de conférences, et vraiment, tu vois, 10 000 heures, c'est sûr.
20 000 heures, je sais pas, j'exagère peut-être, mais des milliers d'heures. On a fait 2000 vidéos, j'ai fait des dizaines de conférences, si c'est pas plus d'une centaine, des coachings, mais laisse tomber, je peux même pas les compter. J'en faisais 3, 4, 5 par semaine en groupe et puis au moins 10 minimum par semaine en individuel pendant 4 ans, 5 ans. Aujourd'hui, beaucoup moins. Mais du coup, tu es obligé de t'exprimer correctement, tu es obligé de te mettre à la place de la personne, tu es obligé de poser les bonnes questions, tu es obligé de donner les bonnes réponses, tu es obligé de... Tu n'as pas le choix. Donc finalement, à force de ne pas avoir le choix, bah, tu y vas, quoi. Donc c'est surtout la répétition, le passage à l'action. Et puis voilà, on tombe pour mieux apprendre à se relever. Et du coup, au fur et à mesure, tu vois, première scène devant des milliers de personnes, j'arrive, je me souviens, hein, elle est filmée en plus, elle est sur YouTube. J'arrive, je hurle, je cours sur scène, je saute, je suis là, waouh. Et puis je me rends compte qu'en fait, j'ai tellement donné d'énergie au départ que je suis essoufflé dès la 15e seconde. Et je mets littéralement presque 10 minutes à retrouver mon souffle. Et donc je suis en train de commencer ma conférence. Je parle comme ça, tu vois. Et j'ai aucun plaisir. Et en plus, ça s'entend. En plus, c'est filmé. En plus, c'est pas filmé avec une petite caméra. Tu vois, quand t'as 3000 personnes pratiquement dans la salle, c'est vraiment des gros moyens qui sont là. Donc je me dis, oh putain, c'est mal filmé en plus. J'ai l'air d'un con. Qu'est-ce que machin. Et puis j'ai 143 slides à ce moment-là parce que j'ai voulu donner tellement de valeur, donc je sais que j'ai que 45 minutes. Je sais qu'en plus l'année d'avant, un mec qui est un gros entrepreneur qui avait aussi 2000 personnes dans la salle, il s'était fait sortir de la conférence parce qu'il n'était pas dans le timing. Donc je me dis, wow, si je dois finir comme lui dans la rue, limite ma conférence pour ceux qui veulent parce que j'ai pas pu, il faut que je fasse gaffe. Donc tu vois, accumulation de pression. Et puis finalement ça se passe super bien. Donc cycle de confirmation, tu dis ah ouais en fait c'est pas si compliqué que ça, en plus j'ai pris du plaisir, c'est cool, eux aussi, ah ouais j'ai eu des super feedbacks, trop bien, vas-y je vais m'améliorer. Et puis voilà, et c'est que maintenant tu vois que depuis très récemment, depuis quelques semaines, j'ai commencé à travailler avec une experte de la prise de parole en public sur certains sujets. Et elle-même, tu vois, était littéralement étonnée, si on peut même employer peut-être le mot choquée, que je n'ai jamais suivi de cours ou de choses comme ça. Et on va aller plus loin, c'est qu'elle a passé plusieurs séances à écouter, analyser, noter tout ça, alors que c'est son métier depuis des dizaines d'années d'analyser ça pour des grands conférenciers. Elle m'a dit, selon toi, c'est quoi les problématiques sur lesquelles tu dois absolument travailler ? Et spontanément, en fait, sans réfléchir, je lui ai dit, c'est ça. Ensuite, elle m'a partagé son écran, elle m'a montré voilà, ce que j'ai écrit durant les 2 derniers jours où j'ai travaillé sur toi. C'est exactement ça. Donc, tu vois, ça met en évidence le fait que j'ai conscience de cette force que j'ai développée. Je veux l'amplifier. Et contrairement au système scolaire où on va te dire t'es pas bon là-dedans, faut le travailler. Moi là où je suis pas bon, je ne travaille pas, je suis pas là, attends-moi pas ici. J'ai conscience de mes faiblesses, je les délègue ou je les supprime, mais j'ai encore plus conscience de mes forces et là je les amplifie. Non, et puis c'est vrai que c'est quand même... j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui ont ce challenge de visibilité, de communication qui n'est pas toujours simple. Et c'est vrai que pour toi, ça paraît fluide. Mais je pense que chacun, pour moi, je ne sais pas si tu avais étudié ton human design, mais pour moi, on a tous en fait un profil très particulier et en fonction... J'ai découvert ça il y a découvert ça 10 jours. J'ai fait un consulting avec une cliente justement qui est très connue dans l'human design. Mais c'est top ça. J'invite les gens à faire ça. D'ailleurs, c'est quoi ton profil du coup d'human design ? Qu'est-ce que tu as découvert sur toi ? Elle m'a demandé quoi ? Ma date de naissance et l'heure à laquelle je suis né. Donc 18 avril 95, 6h30 ou 6h45. Je me souviens, j'avais demandé à ma mère en même temps après avoir échangé avec elle. Je sais plus trop, mais en tout cas c'était pertinent. Tu vois, il y avait la notion de générosité par exemple dedans. C'était hyper pertinent le profil qu'elle m'a sorti. Je sais pas s'il y a un nom à mon profil, peut-être certainement qu'il y a un nom, mais elle me l'a pas évoqué parce que j'y connais rien à ça. Je crois qu'il y a des histoires de chiffres ou de notes ou je sais pas quoi. Ouais, il y a pas mal de... Alors moi je suis pas une experte dedans, je me forme là-dessus, mais pour moi il y a pas mal de corrélations finalement entre comment tu fonctionnes avec justement ces profils human design, qui est assez peu connu je crois en francophonie, mais ça commence à l'être et je trouve que ça peut justement aider beaucoup à mieux te comprendre, mieux avancer et puis aussi gérer aussi l'humain, enfin l'équipe, manager, l'idée. Moi je sais que ça me sert beaucoup dans les recrutements de savoir qui je recrute en fonction de nos personnalités, donc ça match aussi. Donc il y a pas mal de choses sur lesquelles ça peut aider. Je voulais savoir quel est ton... Alors on dit souvent quelle est ta plus grande qualité, moi je dirais plutôt quel est ton plus grand défaut et en quoi ça t'a aidé à devenir l'entrepreneur imparfaitement imparfait que tu es aujourd'hui.
Mon impatience. Mm. Ouais. Je l'ai remarqué. Ah, je suis vraiment impatient, j'ai pas le temps, je fais 1000 trucs. Si ça va trop long, ça me va pas. Mais je suis horrible hein, avec mon entourage à cause de ça. Et mon impatience m'a coûté très cher dans des relations, mais aussi businessment parlant. Donc c'est un avantage qui fait que j'en suis là aujourd'hui, parce que c'est un inconvénient parce que j'en ai payé le prix cher. Mm. Ouais, et puis c'est vrai que l'impatience, j'ai aussi ce trait de caractère-là, c'est un peu, tu as envie d'avancer, aller vite, et c'est bien, je veux dire, de vouloir avancer et tout. C'est juste qu'en effet, bah, comme tout et son contraire, si c'est à l'extrême, du coup, bah, après, tu peux en Ouais. effet casser des trucs. Surtout que je suis extrémiste, moi. Ok, d'accord, donc assez, ouais. tu peux aussi casser les relations et tout. Moi, je me rappellerai, je sais pas si je peux le dire, mais c'est vrai qu'il y avait cette interview, tu sais, puis mon assistante, elle était en train de gérer le truc, tu disais, bon, bah alors, comment on fait et tout. Et puis moi, j'étais à patience. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là dans l'humain. Moi, en tout cas, ça m'a coûté aussi beaucoup d'être impatiente. Surtout des fois, ce soit avec des prospects ou des projets où tu dis, mais pourquoi ça avance pas en fait? Je comprends pas. Mais en fait, c'est juste qu'on a une manière de fonctionner qui est tellement différente. On parle des profils disques, justement. Je pense que tu as dû entendre parler des profils disques. Et qu'en fonction de ton profil, je pense que toi, tu as un profil très rouge où tu fonces, tu es à l'action. Et tout le monde en face, ça passe ou ça casse, quoi. Et des fois, il y a besoin de s'adapter là-dessus. Si je viens sur la notion que par rapport à la communication, si je reviens sur la notion de visibilité, toi aujourd'hui, on parlait des accompagnements ensemble de garanties, de choses comme ça. Est-ce que toi, t'es pour ou t'es contre de faire des garanties dans le Make Money en termes d'accompagnement? Donc, je change totalement de sujet, mais est-ce que toi, t'es pour ou contre de faire ça? Parce que je pense que dans un podcast, tu parlais de ça, la notion de garantie, que tu offres des garanties, que tu accompagnes plus longtemps l'entrepreneur s'il n'atteint pas les résultats. Moi, je pense que c'est un peu déresponsabiliser aussi l'entrepreneur c'est aussi sa responsabilité s'il a des résultats ou pas. Donc, voilà, c'est quoi ton avis là-dessus? Je serais curieuse de savoir. On avait un seul programme où il y avait des garanties, c'était le système. C'est le programme dont je parlais dans le podcast dont tu parles, qui était avec Harold. C'est celui-là, je pense, avec Harold Gardas. Je pense. Et du coup, on a supprimé la notion de garantie pour plusieurs raisons. Celle que tu évoques, premièrement. Et deuxièmement, c'est parce que c'est tout simplement pas jouable avec la typologie d'entrepreneurs que l'on suit, dans le sens où on a une telle diversité d'entrepreneurs qu'il y a des business, tu vois, tu vas leur faire gagner ne serait-ce que 5% de plus de chiffre d'affaires et leur garantir le fait que grâce à ce système, tu leur permets pendant 5 années consécutives d'augmenter de 5% leur chiffre d'affaires et tu leur garantis, tu leur permets d'augmenter de 5% de chiffre d'affaires et progressivement de diminuer leurs charges, donc d'augmenter leur marge également, qui fait que derrière, ils ont plus de marge et plus de chiffre d'affaires. C'est bon en fait, le job est fait et le retour sur investissement il en 100 fois. Alors que en fait, si tu veux, vu que on avait cette garantie chiffrée de le système ça coûte 12 000, on te permet de faire 24 000 en tant de temps. En fait, pour certains business, ça ne faisait aucun sens. Parce que certains business, ils faisaient déjà plus de 24 000 par mois, ils prenaient le système. T'en as d'autres qui ne faisaient pas du tout, t'en as d'autres qui faisaient zéro, mais qui étaient super contents d'avoir ne serait-ce que fait leur premier 15K parce que derrière, ils allaient pouvoir faire 150 dans les 6 mois derrière. Donc, tu vois, c'était un problème de positionnement et de marché, d'une part, et c'est ça qui fait qu'on a surtout arrêté, parce que ça biaisait les gens et ils pensaient qu'à ça en fait. Tu vois, certains, on perdait des ventes parce que oui, mais moi je fais déjà ces résultats, donc il faut une autre garantie. D'autres, on limitait leur potentiel parce qu'ils étaient focus là-dessus et c'était pas le bon focus. Et puis bien sûr, la déresponsabilisation des clients, telle que tu l'as évoqué. Donc aujourd'hui, on a changé le discours. Et puis le dernier point, c'est qu'à mon sens, si quelqu'un passe à l'action parce que il supprime le risque, c'est pas les bonnes raisons pour lesquelles il passe à l'action, tu vois. Donc voilà pourquoi, enfin voilà aujourd'hui mon point de vue sur les garanties. Après, il y a certains business dans lesquels c'est important, c'est intéressant, notamment par exemple quand tu fais de la prestation de service. Nous on fait du done with you, on fait du conseil, on fait pas de prestation de service. Par contre, dans des boîtes où on fait de la prestation de service, c'est important d'avoir une certaine garantie, d'avoir un certain cadre, de même peut-être faire un système d'acompte où tu vas payer qu'une partie au départ, puis au résultat tu vas payer le reste, etc. Ou même un pourcentage au résultat, tu vois, parce que
tu es pleinement engagé Mhm. dans la performance. C'est-à-dire que la performance du client dépend de ta performance à toi. Or là, nous, 90% du résultat, même plus, dépend de la performance du client parce que je peux donner les meilleurs conseils, nos équipes peuvent donner les meilleurs conseils, les meilleures stratégies, les meilleures méthodologies. Si le mec ou la nana ne comprend pas, n'applique pas, n'avance pas de résultat. C'est clair. Et c'est aussi pour ça que moi, je trouve ça pertinent de faire des accompagnements et pas des formations. Parce que quand tu vois le peu de gens qui, dans les formations, réussissent, parce qu'en fait, ils mettent en place les choses, c'est quand même désolant, quoi. Tu te dis, OK, moi, ça a été mon parti pris de me dire, je fais que de l'accompagnement du coup sur mesure, parce que je suis sûre qu'au moins, le peu de clients que je vais avoir, ils vont avoir du résultat et ils vont avancer. Et c'est ce que tu disais, je crois, dans un des podcasts aussi, la notion d'accompagnement, que par rapport à entrepreneurs.com, ton credo, c'est vraiment l'accompagnement, si j'ai bien compris. Hein, c'est pour ça qu'on a arrêté de vendre des formations à partir de 2021. Ouais, et que tu étais dans ce côté accompagnement. Il y a tellement de questions que je veux te poser, mais je vois le temps qui défile. Actuellement, c'était quoi pour toi le partenariat le plus stratégique qui t'a permis vraiment d'avancer le plus, d'un point de vue aussi humain, mais aussi entrepreneurial? C'était quoi? C'était... Alors, on peut même pas dire que c'était un partenariat, dans le sens où j'avais même pas ces notions-là, tu vois, à l'époque. Ouais. En 2017, je lance officiellement ma première, pas ma première boîte, mais ma boîte principale, qui va devenir à terme celle qui a initié le consultant entrepreneurs.com, etc., donc avec Amine. Et au départ, on sait plus ou moins ce qu'on va faire, mais tu vois, c'est pas grand-chose. On a vu quelques expériences passer, l'un et l'autre, chacun de nos côtés. Ça fait plus ou moins 2013-2014 que j'entreprends. Et j'ai un de mes meilleurs amis qui a été par la suite après mon associé. Après, j'ai revendu mes parts. Aujourd'hui, je suis le parrain de sa fille, donc on est relativement proches, tu vois. Qui me dit, qui habitait à Lyon à l'époque, et qui me dit, écoute, viens, on se voit. Ça fait longtemps, on s'est pas vu, viens, on se voit. On se retrouve au milieu, on se retrouve à Genève. Donc on passe la journée à Genève ensemble et on va visiter, je me souviens, le musée Patek Philippe, on passe un bon moment, on boit un petit café dans un endroit sympa. Mais à ce moment-là, on n'a pas de thunes, tu vois, on est plein d'ambition, on n'est pas connu, on n'est pas visible, on n'a pas de thunes, on n'a pas de clients, ou très peu, on démarre. Vraiment, on est comme... un mec, une nana qui aujourd'hui fait peut-être 5, 10, 15 000 euros par mois et encore, tu vois, difficilement et de manière instable, et nous écoute. Et du coup, à la fin, il me dit, ouais, il y a un meet-up de mecs du e-commerce, un peu comme le meetworking. Hein. Pour ça que c'est de cette anecdote que je fais les meetworking. Parce que j'ai envie d'offrir, et c'est ma responsabilité en tant qu'influenceur, entre guillemets, dans ce monde du business, j'ai envie d'offrir la même chance que j'ai eue. C'est cette rencontre qui a vraiment créé Alec Henry. Et donc, je me pointe, on est en décembre 2017, je me pointe, ou novembre, je ne sais plus, à ce meet-up là. Meet-up e-commerce, je ne fais pas d'e-commerce, jamais fait d'e-commerce à ce moment-là. Où j'ai un jour tenté une boutique de drop, ça a duré 4 jours. Et du coup, je vois plein de gens, anciennement Sébastien Cerise, un autre, Yannick, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon voilà, Jean-Luc et Léo Guillaume. Et lui, Léo, c'est la star, tu vois. Je vois, tout le monde est autour de lui. T'as un amas, limite comme un banc de poissons. Léo, photo, machin, tac, ils veulent tous discuter avec. Moi, je me dis, bon, il a l'air intéressant ce mec, tout le monde est autour de lui, je sais pas qui c'est. Je regarde un peu, ah ouais, j'ai vu 2-3 vidéos, je l'ai déjà vu passer. Ok, il fait des pubs, des machins. Ah ouais, il cartonne et tout, il fait beaucoup de chiffre d'affaires, c'est bien, top, il fait du e-commerce, tac. C'était anciennement le Yomi, tu vois. Et du coup, moi, je me dis, bon, il a l'air pas très accessible là dans l'état. Et en fait, naturellement, faut comprendre l'humain, faut comprendre les gens. Tu vois, naturellement, je vais tout simplement m'orienter vers une personne qui est proche de lui. Donc, il avait anciennement son bras droit, un ancien bras droit, qui s'appelait Farid. Et du coup, je vais vers lui. Ouais, salut, c'est quoi ton prénom? Ouais, du coup, lui, c'est Léo, c'est ça. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous faites? Ah, ok, trop bien. Moi, je fais ça, je fais ci, tac, j'ai machin, j'ai lancé mon agence, tout ça. Ok, on a bossé avec tel. Donc, j'utilise des gros noms
parce que c'est véridique, tu vois. Vas-y, il faudrait qu'on discute, il faudrait qu'on se voit. Et je crée de l'attractivité à ses yeux par rapport à son client, qui est encore, en l'occurrence son patron. Mais je dis, écoute, là, c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit, c'est pas le moment. Il y a tout le monde qui veut discuter. Moi, j'ai pas le temps, je dois y aller en plus. On garde contact. La semaine prochaine, je viens dans vos bureaux, on discute. T'inquiète, on prend 5 minutes, on discute. En fait, à ce moment-là, moi, je me rends pas compte, mais je crée une opportunité hors norme qui fait que effectivement, et au même moment en plus, je deviens naturellement pote avec Jean-Luc, en l'occurrence, à l'extérieur, qui, je me souviens, il avait jamais fumé de sa vie, il fumait parce qu'il voulait comprendre pourquoi. Je crois qu'une de ses ex fumait, il trouvait ça irrationnel, donc il s'était dit je vais tester, je vais comprendre. Enfin bref, moi j'ai jamais fumé non plus. Je lui dis écoute, lâche ta clope, viens, je te paye un McDo. Donc on est allé manger un McDo ensemble, on a discuté, puis je me suis rendu compte qu'en fait lui, c'était aussi un YouTuber, machin et tout, tu vois, lui il faisait déjà ça. Et il connaissait Léo en l'occurrence. Du coup, quelques jours plus tard, je vais chez lui, chez ce gars Jean-Luc, vers Chambéry ou je sais plus quoi. Salanches, je crois, il me semblait. Et puis, du coup, je lui dis tiens, je vais voir Léo dans quelques jours, mets-lui un message, peut être marrant. Donc, Léo avait déjà reçu un message me concernant, plutôt positif, j'imagine, à ma connaissance, je crois, c'est une supposition, ça, pas dire de bêtises. Puis, je dis à Farid, vas-y, je viens demain, telle heure. Donc, moi, j'arrive et ils sont dans un bureau qu'ils n'ont même pas encore emménagé, qui est grand, qui est vide. Je sais pas pourquoi j'y vais. Et ils disent c'est le bureau qu'on va prendre et tout, viens, là on est dans le bureau. Et je me souviens, c'était une petite salle, il y avait 3-4 personnes, ils étaient tous comme ça, et puis on discute, et en final on discute dans les bureaux grands. Et ce que je sais pas, c'est qu'en fait ces bureaux vont devenir mes bureaux, et que Léo, qui est un inconnu complet, va devenir un partenaire et associé sur un projet. Puis après, il a surtout été un partenaire qu'un associé. Et puis un ami avec qui je suis encore ami aujourd'hui, avec qui je discute encore aujourd'hui. Et puis que ces 5 minutes vont pas durer 5 minutes, mais 5 heures. Et que 5 jours plus tard à peine, Amine va venir en Suisse. On va tous se rencontrer, on va échanger et 5 semaines plus tard, même pas, on va créer un produit ensemble. Il va me mettre sur sa chaîne YouTube, je vais être bien accueilli par son audience. Il va me forcer presque à revenir sur les réseaux, à créer une chaîne YouTube, à créer Alec Henry. Et tout ça, c'est grâce à une rencontre et grâce au fait que j'ai pu tirer profit justement de cette rencontre parce que j'étais désintéressé, parce que je m'étais dit tiens machin, il y a de la lumière, c'est intéressant, on va voir. Et puis voilà, tu vois. Et beaucoup trop de gens aujourd'hui font les choses pour les mauvaises raisons, alors que là c'était juste pourquoi pas, tu vois, ça peut être cool, une aventure chouette et tout. Et moi d'ailleurs après, tu vois, il y a eu une phase où Léo a subi une vague de haine énorme parce que il avait fait des erreurs, beaucoup de réussites très rapidement, des gens percevaient sa position comme étant une position plus d'égoïsme ou ayant fait des erreurs et autres, mais peu de gens, à son niveau, à son âge, auraient fait mieux. Ça, c'est la réalité, tu vois. Et finalement, il a blessé personne, il a tué personne, il a volé personne. Mais à un moment donné, tu vois, il y a eu des gens qui étaient tellement envieux de sa réussite à ce moment-là qu'ils ont voulu littéralement le détruire, au point où ça l'a détruit, au point où il a arrêté sa chaîne, il l'a donné à un pote, il a transféré toute son audience e-commerce ou partie de son audience e-commerce vers Yomi. Yomi ensuite a pris énormément d'ampleur, pas grâce à ça uniquement. Yomi a un talent hors du commun. Yomi est un ami de très longue date et c'est extraordinaire ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera encore demain. Mais tu vois, ça l'a littéralement détruit, ou lui carrément. Alors lui, il a peut-être fait vraiment un burn-out et il a arrêté pendant des années d'être présent, d'être visible. Puis aujourd'hui, ça se passe très très bien pour lui sur le marché international. Et puis on est encore en très très bons termes et en contact. Mais tu vois, donc une simple petite rencontre a généré un petit partenariat, mais parce que, encore une fois, j'étais malin, au bon endroit et surtout désintéressé, et j'ai su créer une opportunité. Et tu vois, tu n'étais pas dans le côté, j'ai l'impression, pragmatique à ce moment-là. Tu étais juste dans le mode, tu discutais avec la personne, tu découvres qui elle est, et puis progressivement, il y a un enchaînement de choses qui se passent. Donc il y a en fait eu ce côté un peu... je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais ce côté un peu flair humain de saisir l'opportunité au bon moment, les bonnes personnes, on communique, et puis d'une chose en entraîne une autre, et puis après, ça développe... J'appelle ça la vie. Ouais.
C'est ça, ouais, c'est un bon résumé. Donc, ok, donc il y a ce côté-là aussi que tu mets en place. Alors, justement, tu parlais de Léo qui a eu cette vague de haine, etc. Souvent, on est un petit peu, tu sais, on a un peu peur en tant qu'entrepreneur d'être visible en ligne parce qu'attention, les critiques, les haters. Toi, comment tu gères au quotidien justement le regard des autres et notamment par rapport à ce que tu lances voilà, comme podcast et autres, parce que j'imagine tu as dû recevoir aussi pas que des commentaires sympas, et comment tu réagis face à ça, comment tu avances par rapport à ça? Déjà, moi aujourd'hui, et attention, c'est pas du tout présomptueux et je dis ça en toute humilité, mais j'ai le sentiment de plus avoir, en tout cas moins avoir de choses à prouver. Mhm, Je veux dire, tu regardes sur Internet, tu contactes mes clients et tu comprends que je suis pas un charlatan. mhm, mhm, Donc, premier point. Deuxième point, je suis déconnecté complètement des commentaires, notamment des négatifs, depuis très longtemps. Là où il y a le plus de négativité, c'est dans les ads, dans la pub. Tu évoquais le fait de revoir mes pubs et tout. J'ai été un des premiers à dépenser autant en pub et être très agressif en pub. J'ai pas peur de ça, parce que quand tu sais que tu as des produits exceptionnels, tu changes la vie des gens. Ce serait très égoïste de te dire, par fierté, par ego ou par peur d'avoir de la critique, je vais empêcher des gens qui en ont besoin de voir qui je suis et de découvrir mes produits. L'autre point également, c'est que je suis au-dessus en fait du jugement des autres et que je suis aligné avec qui je suis et mes valeurs. Et puis derrière, j'ai travaillé sur le fait que ça m'atteint pas. Tu vois, autant ça me fait très plaisir quand je vais recevoir de la reconnaissance, de la gratitude et autres. J'ai conscience d'avoir un besoin de reconnaissance réel. Tout le monde en a besoin, plus ou moins d'intensité. Ça fait du bien. Je fais tout ça aussi en partie pour nourrir ce côté-là de ma personne. Mais par contre, demain, on me dit que toutes les choses négatives qu'on peut imaginer, ça me fait pas grand-chose, quoi. Par contre, ce qui me touche, c'est quand des gens qui n'ont rien demandé, des gens proches ou des gens innocents entre guillemets, tu vois, vont être attaqués ou vont être touchés, ou des gens à qui je tiens vont être touchés, tu vois. Ça a tendance à me faire perdre un peu mon sang-froid. Ok. Mais parce que ça me tient à cœur, Ah tout oui. simplement. Alors que moi, on pourrait faire n'importe quoi. Après, je pense que c'est dans ton profil aussi. Tu disais que tu es généreux, tout ça. Je pense que en fonction des... On a plusieurs tests de personnalité, mais c'est vrai que selon ton profil, des fois, tu es plus axé sur l'autre que sur toi. Ou tu as plusieurs types de profils. Le disque aussi, on en parle. Et c'est vrai que ça se sent que tu es quelqu'un qui donne beaucoup. Et du coup, forcément, logiquement, l'importance, tu vas la donner à l'autre. Et donc, s'il y a des gens qui se font attaquer dans ta sphère, cercle 1, ou 2 ou 3, derrière, il y a cette notion-là de réaction. Alors, justement, pour terminer, en résumant un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, qu'est-ce que pour toi ça veut dire le sigle Yin Yang, et en quoi ça a un lien avec l'entrepreneuriat? Pour moi, ça veut dire... J'aime pas utiliser le mot équilibre. Parce que pour moi, l'équilibre, ça veut tout et rien dire. C'est en cherchant l'équilibre qu'on trouve pas grand-chose en général. Mais ça veut plutôt dire la complémentarité, la capacité de ne faire qu'un, avec tes forces et tes faiblesses, avec ton côté bon et ton côté moins bon, avec ton côté feu, ton côté bleu, et accepter qui l'on est. Et ne pas culpabiliser, parce qu'aujourd'hui, tu vois, la plupart des gens n'arrivent pas à avancer parce qu'ils veulent aller trop vite, ils se comparent aux autres. Ils acceptent pas qu'on a tous notre chemin, en fait. Y a quelqu'un qui va essayer d'entreprendre à 18 ans et qui va complètement rater. T'en as un autre qui va exploser à 14 ans. T'en as un autre qui va attendre 56 ans pour se lancer et qui va cartonner. T'en as un autre qui va faire faillite à 62 alors que ça fait 50 ans qui réussit. Il n'y en a pas un qui est plus bête que l'autre. C'est des chemins de vie qui sont différents. Aujourd'hui, ça se passe plutôt bien pour moi. Demain, ça se passera peut-être moins bien, je ne sais pas, je ne souhaite pas, mais voilà. Ça ne veut pas dire que je serai moins heureux. Ça ne veut pas dire que 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard, je ne serai pas à des sommets ou à des niveaux que je n'ai jamais atteints encore aujourd'hui. En fait, c'est la vie, il faut accepter que c'est comme ça. En fait, c'est marrant parce que chaque personne que j'interviewe a toujours une vision tellement différente du sigle. Moi, je l'interprète plutôt dans cette option que, en fait, tout part de toi, en fait, de ton être, et que de là, des actions vont être posées
et de là, des résultats vont être réalisés en fait. Ouais. Et c'est vrai que quand on prend conscience de tout ton parcours, de la personne que tu es devenue aujourd'hui, c'est cette personne-là qui a atteint ces résultats. Et j'en suis sûre que si d'autres personnes essayent de faire comme toi, mais ne sont pas toi, ça ne pourrait pas marcher. Bien en sûr. tout cas, de cette manière-là. Donc il y a ici cette idée pour moi, d'évolution, de perception, de prise de conscience, en fait, finalement, cet aspect yin qui entre en jeu aussi dans tes actions et qui te mène où tu en es. Après, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu partages, mais en tout cas, c'est mon avis sur le sujet. Voilà. Complètement. Et il y a beaucoup trop de gens, tu vois, ce fameux être, faire, avoir, qui traitent ce sujet déjà sans le maîtriser et surtout dans le mauvais sens. Donc tu l'évoques souvent, donc j'imagine que tu connais bien le sujet et puis que c'est peut-être un des points clés de ce que tu utilises, notamment pour toi et pour des gens que tu accompagnes, mais c'est capital, ouais. Bah oui, mais surtout, en plus, j'entends beaucoup cette notion qu'il faut faire pour avoir ceci, il faut faire pour... Et en fait, moi, je me dis, et si c'était l'inverse? C'est-à-dire, si tu es, parce que tu es, tu fais quelque chose différemment, et donc, ce chose que tu fais différemment, du coup, tu as un résultat différent. Complètement. Donc, tu vois, il y a cette notion aussi et je trouve dans en Europe principalement, et puis aussi aux États-Unis, on a vraiment cette vision, je trouve, très assez cartésienne de cette notion, il faut faire pas mal d'actions, etc. Alors que dans la vision étymologie chinoise, asiatique, je sais pas si tu as regardé un petit peu du continent asiatique, on est dans une autre manière, une autre perspective des choses, où là, c'est vraiment l'être à 360 degrés qui est établi, et parce qu'il est, et qu'il est vraiment dans une étude profonde de lui-même, ça fait que du coup, ses business avancent, enfin tout en fait. Et c'est une autre manière de voir les choses, et ça, j'ai pris conscience de ça, tu vois, il y a ça 1 an et demi, donc c'est très récent, mais ça m'a ouvert tellement de choses, parce que moi avant j'étais quelqu'un qui était toujours dans le faire, et je me suis cramée en fait, j'étais en limite burn-out, c'était en fin 2022, début 2023, tu vois, et puis après j'ai complètement switché, j'étais accompagnée par des femmes, etc., qui avaient une autre manière de voir les choses, et après j'étais dans cette idée de ok, et si en fait j'étais plutôt dans l'être et l'action juste au bon moment avec les bonnes personnes. Et en fait, ça m'a permis, tu vois, d'augmenter rapidement mon chiffre d'affaires, le reste. Mais comme tu l'as dit, dans une manière désintéressée, en fait. C'était pas du tout l'objectif premier, tu vois. Là, actuellement, c'est quoi ton prochain challenge, en fait? C'est quoi ton prochain objectif par rapport à, justement, tes business, par rapport à ce que tu veux réaliser? C'est quoi ton prochain objectif? C'est... permettre encore plus à mes équipes, notamment rapprochées, de monter en compétences, prendre encore plus de place dans le business, continuer à recruter les bonnes personnes, notamment un poste clé stratégique pour la suite, et toujours évoluer avec ce niveau d'exigence et d'excellence, sans pour autant devoir y être présent. Ouais. Ok, donc cette notion de... pour pouvoir développer, comme tu l'as dit, ton personal branding, pouvoir l'idée aussi, inspirer. D'ailleurs, je me pose la question parce que tu animes le podcast Le Déclic, qui pour moi m'instruit beaucoup. D'ailleurs, je te remercie, il m'apporte énormément au quotidien. Et je me pose la question, pourquoi selon toi, des personnes aussi... je veux dire, aussi successful comme par exemple Andrea Ben Saïd, j'ai adoré le podcast que tu as fait avec lui récemment. Pourquoi ces gens-là se retrouvent dans ton podcast? Qu'est-ce qui fait selon toi, ou dans ta personne, ou dans qui tu es, ou ce que tu fais, qui fait que des personnes comme ça se retrouvent dans ton podcast? Se retrouvent, c'est-à-dire ils viennent? Ouais, ils viennent, c'est ça, ils viennent dans ton podcast, exactement. Parce que je les invite. Oui, tu les invites, mais pourquoi ils acceptent? Tu vois, qu'est-ce que tu vois dans ta personnalité? Il y a plusieurs raisons. Alors, certains nous sollicitent, d'autres je les invite. Ouais. André, en l'occurrence, je le connais depuis des années. Ouais. Donc, déjà, encore une fois, j'ai un gros réseau. Un de mes objectifs principaux, c'est de continuer à développer le réseau. Ce réseau, quand tu le développes bien, tu peux avoir accès à quasiment n'importe qui. Les gens, ils voient que dans ma posture, je suis légitime, je suis sérieux. Et aujourd'hui, le déclic, tu vois, t'en parles, donc je remercie aussi Océane notamment, Mehdi, toute l'équipe qu'il y a derrière. Le déclic, ça me prend très très peu de temps, très peu d'énergie. C'est structuré, c'est processé. J'enregistre 12 jours par an, donc 4 fois 3 jours par an, 4 épisodes vidéo dans des studios.
On a changé de studio. Aujourd'hui, les studios, c'est presque une dizaine de personnes entre l'ingé son, la tech, le producteur, les mecs derrière la caméra, les mecs qui mettent les micros, qui gèrent, etc., la lumière, la maquilleuse, Océane qui est présente, etc. Donc, tout est géré pour que moi, je passe 2 heures de qualité avec mon invité, 30 minutes avant également pour échanger, discuter, valider. Les fiches sont déjà prêtes. Tout est structuré, tu vois. Donc, ça me prend 2h30 par épisode pour les vidéos. Ça me prend 1h30 par épisode pour les audios. Les invités sont déjà sélectionnés, validés, interviewés au préalable pour préparer une fiche, pour s'assurer de sortir pleinement la valeur. Ensuite, je les rencontre, j'échange, je valide la fiche et 2-3 points en amont. Ça dure à peu près entre 5 et 15 minutes parce que j'ai pas besoin de plus de temps. J'échange avec eux et ensuite, je me concentre si l'opportunité est là, si l'envie aussi, si voilà, à entretenir la relation avec ces gens-là. Mais ensuite, même pour la planification, la diffusion, la préparation, tout est géré, tout est délégué. D'accord. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux produire autant. C'est parce que j'ai mis en place des systèmes qu'on partage, qu'on enseigne aussi à nos clients. C'est pour ça qu'ils nous sollicitent. Et ces systèmes qui fonctionnent pour la communication fonctionnent aussi pour le marketing, fonctionnent aussi pour la vente, fonctionnent aussi pour le recrutement, fonctionnent aussi pour les finances, fonctionnent pour tout. Et voilà, globalement. Donc, si tu veux, tout ça cumulé fait que aujourd'hui et de plus en plus, et avec les semaines et les mois à venir, on va de plus en plus pouvoir aller chercher une autre typologie d'invités, une typologie d'invités qu'on ne pourrait pas avoir ou qui est difficilement accessible, et une typologie d'invités, même j'ai envie de dire que j'aurais même pas imaginé possible la première fois où j'ai fait mon premier épisode du Déclic. Aujourd'hui, on est à 170 épisodes publiés, même plus. On est à pratiquement 200 épides tournés. Avec ceux qui sont en train d'être préparés, on va monter à 230, 240, donc on a pas mal d'avance aussi. Et je sais qu'au 300e épisode, on aura des invités fous, au 400e encore plus, au 500e encore plus, et il y aura un 1000e épisode parce qu'on va continuer à le faire. D'accord, donc tu dirais que ton secret se résume à la délégation aussi, d'être bien entouré, et donc du coup ce qui fait que ça te permet de Alors oui, il y a ça, il y a le fait de continuer à avancer, tu vois, de durer. La plupart des podcasts, ils font 3, 4, 5, 10 épisodes. On le sait. Si tu fais au moins 21 épisodes, tu fais partie du top 1% des podcasts au monde. Ah oui, donc en général, les gens ne sont pas assez disciplinés et persévèrent pas au-delà de 21 épisodes. Donc voilà. Et c'est une statistique, il y en a plein d'autres. Hein. Mais ouais, c'est tous ces éléments, plus ma posture, plus ma légitimité, plus le fait que je ne suis pas un journaliste, je suis un entrepreneur, où effectivement ça permet d'inviter des gens très cool. Ouais, et là, j'imagine. on en a encore tous. Alors, je n'ai pas envie de dire waouh, on a des invités incroyables, c'est les meilleurs épisodes parce que ce serait dénigrant par rapport aux autres. Tous, même les tout premiers, même les moins intéressants, entre guillemets, avec le moins de chiffre d'affaires, sont des épisodes extraordinaires avec des gens extraordinaires parce qu'on a tous une histoire qui est unique, des singularités et beaucoup de choses à partager. Mais ouais, on a des épisodes assez chouettes qui arrivent. Ok. Enfin, faut être qui et quelles actions mener pour intervenir dans ton déclic, justement, parce que j'imagine il y a beaucoup de gens qui voudraient intervenir. Donc, quels sont les prérequis, tu vois, selon toi? Il faut simplement aller sur le podcastledéclic.fr. Il y a un formulaire, il y a des questions spécifiques, répondez-y. Et l'équipe sait comment faire pour choisir. D'accord, ok. Donc, tu as délégué aussi le process justement de sélection de ton équipe. Les process, c'est la clé. Ok. Quel secret tu donnerais dans cette notion de délégation? Qu'est-ce qui pour toi a été essentiel? Tu as pris conscience? Parce que je vois que tout est processé, tout est organisé, tout est au carré. Est-ce que c'est dans ta culture? Parce que du coup, j'étais avec quelqu'un qui était suisse et c'est vrai que dans la culture suisse, on est très carré, très bien. Alors, est-ce que c'est dans ta culture ou qu'est-ce qui fait justement que tu as réussi à aussi bien déléguer? Parce que ça a l'air tellement simple quand tu le dis. Moi, je dirais faire confiance, mais prendre conscience que la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà. Ok. Donc confiance et contrôle, si tu précises un petit peu en 1 ou 2 minutes, parce que je vois qu'il nous reste quelques petites minutes, qu'est-ce que tu dirais dans cette notion de confiance mais contrôle? C'est-à-dire concrètement, est-ce que tu as un exemple à me donner? Par exemple avec ton head of sales, tu vois, je suis curieuse de savoir comment tu as fait pour déléguer, parce que moi je sais pas, mais il y a beaucoup d'auditeurs que j'ai aussi, c'est un peu le challenge de déléguer la vente, le closing, etc. Comment tu as fait là justement pour appliquer ce concept de confiance et concrètement avoir le contrôle quand même? Déjà, il faut avoir la bonne personne. Donc pour avoir la bonne personne, il faut appliquer tous les conseils que j'ai donnés au début. Voilà. Après, en l'occurrence, en plus, un head of sales, faut plus chercher, selon la boîte, tu vois, une sorte de profil intrapreneur qu'autre chose.
Et puis après, il faut savoir ce qu'on va identifier, ce qu'on va analyser au quotidien pour pouvoir suivre les performances. Comment on va vérifier. Et puis, tu vois, il y a un truc... si mon business était un restaurant, c'est pas parce que j'ai 15 restaurants que d'un coup, sans prévenir personne, je vais pas mettre un tablier, aller en cuisine et voir comment ça se passe. Tu vois, même si c'est que 15 minutes, même si c'est qu'une fois par mois. Et ça fait toute la différence. Tu vois, donc en plus de tous les organes de contrôle, en plus de valider les process, en plus d'être proactif, en plus d'être celui qui donne le plus d'énergie, ça veut pas dire le plus de temps, le plus d'énergie, être celui aussi qui est là lorsqu'on l'attend pas, et là où on l'attend pas, parce que des fois, tu vois, on peut être un petit peu laxiste, on peut prendre des mauvaises habitudes sans forcément s'en rendre compte, etc. Donc là, toujours pour vérifier, challenger ou féliciter. Tu vois, moi je sais dire quand ça va pas et j'ai aucune peine à dire quand ça va pas, même au meilleur, mais j'ai aucune peine aussi à féliciter, à remercier, à gratifier, à reconnaître la valeur des choses et des gens quand ça va bien. Donc c'est tous ces éléments qui fait que tu peux avoir ce luxe. Ok, ça marche. Comme dernier conseil que tu donnerais, alors moi j'aime bien sous forme d'exercice parce que je trouve que c'est très concret, très parlant. Pour des entrepreneurs justement qui sont un peu sous l'eau, qui ont besoin de recruter, déléguer, qu'est-ce que tu donnerais comme exercice pour les aider justement à dépasser ce cap, tu vois, et à commencer à... Je donnerais, faites un vrai travail, et ça peut prendre du temps, surtout quand tu n'as pas la maîtrise de le faire, sur quel est votre taux horaire, votre valeur horaire. Et ensuite de ça, une fois que tu as ton taux horaire, ta valeur horaire, et tu fais en sorte que ce ne soit pas biaisé, donc fais-toi accompagner éventuellement pour faire ce travail, tu fais le taux horaire de toutes les tâches sur une semaine que tu établis, que tu fais. Et ensuite, du coup, tu fais un exercice en parallèle et tu te dis, OK, toutes les tâches que je fais en dessous de ce taux horaire-là que j'ai, si je les supprimerais, combien j'aurais de temps disponible ? Et ensuite, du coup, tu te dis, OK, si j'avais tout ce temps disponible, quel type de tâches je pourrais faire et ces tâches, quel type de taux horaire elles ont. Du coup, ensuite, une fois que tu as cette réponse, tu multiplies le taux horaire moyen des tâches que tu pourrais faire par rapport à ça, plus le temps que tu as libéré par rapport à celles que tu as éliminées si tu serais capable de déléguer. Et tu sais combien tu perds de ne pas le faire toutes les semaines. Et quand tu sais que tu perds en potentiel entre, par exemple, pour le cas là dans l'exercice, je te dis une bêtise, entre 5 et 15 000 euros par semaine de chiffre d'affaires potentiel parce que tu ne veux pas déléguer, parce que tu as la flemme de déléguer, parce que tu ne donnes pas les moyens de pouvoir déléguer, tu vois la chose différemment et tu te dis, OK, bon, ce qui était pas urgent et pas important pour moi devient peut-être prioritaire en fait. Parce que je perds de l'argent là. Sans effort supplémentaire en plus. Tu vois, tu te bats, on se bat tous pour essayer d'avoir plus de clients, mieux les aider, mieux les closer, mieux ci, mieux ça, machin, prendre des parts de marché, se battre dans un océan rouge de concurrence, etc. Mais finalement, le combat que tu dois avoir, c'est avec toi-même, avant tout. Ça passe par ça, entre autres. Il y a d'autres choses, mais ça passe par ça. Ouais, super intéressant, un aspect aussi très clairvoyant, enfin très pragmatique de cette idée de voilà, calculer concrètement où tu fais tes tâches, comment tu mets en place les choses. Mais attention à ne pas se biaiser, à ne pas se fourvoyer, faites-le bien, parce que tu vois, c'est facile de dire ouais, cette tâche elle vaut 1 000 euros de l'heure, c'est le 600. Concrètement, pourquoi ? Comment tu arrives à évaluer la valeur du temps que tu passes à quelque chose ou quelque chose d'autre, tu vois ? Parce que ça, c'est quelque chose d'assez aussi subjectif, quoi. Comment tu peux évaluer Ça, c'est une vraie question. On pourra travailler ensemble sur ce sujet si tu veux. Ok, ça marche. Écoute, merci. On arrive justement à la fin de ce podcast. Est-ce que tu voudrais ajouter une dernière chose ? Le timing est parfait. Ouais. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose aux auditeurs, justement entrepreneurs, que ce soit des gens débutants comme des gens avancés, tu vois, qui ont plusieurs... Tu vois, j'ai bien fait d'évincer cette question, parce que un, sera l'occasion d'en parler, et deux, on n'a plus le temps malheureusement, je vais devoir m'en aller. Mais en tout cas, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Bravo et merci pour le travail qui a été fait sur la recherche de questions qui ont été pas posées ou moins posées en général. Et moi, je dirais tout simplement que voilà... Il y a pas mal de valeur qui est sortie de cet épisode. C'est cool. Mais la plupart des réponses, en fait, les gens les ont déjà, s'ils se posent les bonnes questions. Donc, posez-vous les bonnes questions, plutôt que de vouloir uniquement avancer. J'ai trop longtemps eu, en tant que bélier, rouge, feu, cette
vos notions de vouloir que foncer, avancer, c'est ça qui m'a fait être là où j'en suis, mais j'aurais pu y aller encore plus vite, être encore plus loin, avec un petit peu plus de modération et de sagesse, et surtout passer à l'action, parce que tout le savoir du monde et tous les podcasts du monde ne valent absolument rien s'ils ne sont pas appliqués. C'est clair. Ce qui nécessite, à mon sens, un alignement aussi de qui tu es et des actions qui sont en lien avec ton identité. Ça fait personne que tu es et les résultats. Merci en tout cas pour plaisir, ce podcast. Et voilà, vous pourrez mettre en commentaire ce que vous avez retenu de ce podcast, les idées phares, ce qui peut aussi servir dans d'autres contenus, que ce soit pour Alec ou pour moi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Facebook, podcast Le Déclic, j'imagine? Ouais. Tapez Alec Henry sur Internet et vous me retrouverez. Parfait. Merci. Avec plaisir, merci à toi.